Hannah Caldwell tenait bon depuis 6 semaines, depuis le jour où ils avaient mis Thomas en terre. Elle n'a pas craqué. Pas avant de frapper à la porte de Roy Caldwell. Pas avant de l'entendre prononcer son nom comme s'il avait marché dans quelque chose de sale. Elle a poussé ses garçons derrière elle, a redressé les épaules et a regardé le frère de son défunt mari droit dans les yeux. Le petit Tommy a tiré sur sa robe et a murmuré « Maman, où est-ce qu'on va dormir ce soir ?» Elle ne lui a pas répondu. Elle ne pouvait pas. Si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Suivez le parcours de Hannah jusqu'au bout et dites-nous de quelle ville vous nous regardez dans les commentaires. Je suis curieux de voir jusqu'où cette histoire voyagera. La porte de la maison de Roy Caldwell était en bon chêne massif. Hannah l'avait toujours remarqué. Elle était lourde, sombre et d'aspect délibéré, comme tout ce que Roy aimait avoir autour de lui. Elle avait frappé à cette porte 3 fois avant aujourd'hui. Une fois, quand Thomas l'avait ramenée à la maison comme sa jeune épouse. Une fois, quand leur premier fils, Eli, était venu au monde en avance et qu'ils avaient eu besoin du chariot de rechange de Roy pour aller chercher le docteur. Et une fois, quand Thomas avait écrit depuis la piste, lui demandant de veiller sur son frère parce que quelque chose n'allait pas. Chaque fois, Roy avait ouvert cette porte. Cette fois, c'était différent. Dès le premier instant où elle entendit ses pas de l'autre côté. Des pas lourds, sans hâte. La démarche d'un homme qui avait déjà pris sa décision avant même d'arriver. Elle s'obligea à se tenir droite. Eli se tenait à sa droite, du haut de ses 10 ans, la mâchoire serrée. Il essayait de se tenir comme le font les hommes quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. Sam, 8 ans, brûlant de questions qu'il avait appris à garder pour lui, se serrait contre sa gauche. Tommy, 5 ans, encore trop jeune pour savoir que certaines choses ne peuvent pas être réparées, avait les 2 poings agrippés à l'arrière de sa jupe. La porte s'ouvrit. Roy Caldwell était un homme imposant qui s'était toujours comporté comme s'il le savait. Il regarda d'abord Hannah, puis ses yeux se posèrent sur les garçons. Son visage ne fit pas ce que le visage d'un homme devrait faire quand il voit les enfants de son frère décédé. « Roy, dit-elle d'une voix stable, merci de nous recevoir. J'ai pas dit que je vous recevrais. » Il s'appuya contre le cadre de la porte et croisa les bras. « Martha m'a dit que vous veniez. Je lui ai dit que je n'en voyais pas l'intérêt. Je ne suis pas là pour causer des ennuis. J'ai juste besoin de quelques semaines. Juste le temps que je trouve. Trouver quoi au juste? Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Thomas ne vous a rien laissé. Je le sais pertinemment. Car je sais ce que valait mon frère, et ce n'était pas grand-chose. Maintenant, vous êtes sur mon porche avec 3 garçons et les vêtements que vous portez. Vous voulez que je fasse quoi? Que je vous nourrisse tout l'hiver? C'est l'été, Roy. Ne fais pas la maligne avec moi. Elle prit une inspiration. Je ne fais pas la maligne. Je demande de l'aide à la famille. C'est tout. Thomas était de ton sang. Ces garçons sont tes neveux. Quelque chose traversa le visage de Roy. Pas de la culpabilité, pensa-t-elle, mais quelque chose d'assez proche pour qu'il s'efforce de le refouler. Thomas a fait ses choix. Il est parti sur cette piste à bétail en connaissant les risques. Ce n'est pas ma faute. Et ce n'est pas ma responsabilité de nettoyer ses dégâts. Je ne te demande pas de nettoyer quoi que ce soit. Elle entendit sa propre voix s'amincir sur la fin et se détesta pour ça. Je demande 2 mois. Les garçons peuvent dormir dans la grange. Je travaillerai pour payer ma part. Je peux cuisiner, raccommoder, jardiner, tout ce dont Martha a besoin. Martha n'a pas besoin d'aide. Alors laisse-moi le gagner d'une autre manière, Hannah. La façon dont il le dit était comme une porte qui se fermait. J'ai ma propre famille à nourrir, mes propres factures et mes propres bouches. Thomas est parti et j'en suis désolé. Vraiment. Mais ça ne me met pas sur la sellette pour ce qu'il a laissé derrière lui. Elle le regarda pendant un long moment silencieux. Elle connaissait Roy Caldwell depuis 11 ans. Elle s'était assise à sa table à Noël chaque année depuis que Thomas l'avait épousée. Elle avait aidé Martha pendant ses accouchements. Elle avait vu ses garçons appeler cet homme Oncle Roy. Sa voix baissa. « Regarde tes neveux. » Il ne le fit pas. « Regarde-les. » Sa mâchoire se serra. Ses yeux se déplacèrent à peine vers les 3 garçons derrière elle, puis revinrent sur son visage. « S'il te plaît. » Elle prononça le mot et détesta son goût, détesta à quel point il la faisait se sentir petite. Mais elle le dit quand même, parce que les mains de Tommy étaient toujours agrippées à sa jupe. Et Eli faisait ce truc avec sa mâchoire qui signifiait qu'il retenait quelque chose qui allait faire mal plus tard,
quand elle ne pourrait pas le voir. Roy, s'il te plaît, juste jusqu'à l'automne, c'est tout ce que je demande. Je ne peux pas vous aider. Il posa sa main à plat sur la porte. C'est ma réponse et elle ne changera pas. Il y a des femmes dans cette ville qui prennent des pensionnaires. Allez les voir. La porte se referma, sans claquer. Ça aurait presque été plus facile si elle avait claqué. Il la ferma simplement, fermement, silencieusement et définitivement, comme si elle était une affaire qui avait été réglée à sa satisfaction. Anna resta sur ce porche pendant 3 longues secondes, les yeux fixés sur le grain de cette bonne porte en chêne massif. Puis elle se retourna, prit la main de Tommy dans sa main gauche et le poignet d'Eli dans sa droite, et elle descendit les marches du porche sans se retourner. Maman. Sam se mit à marcher à côté d'elle, la voix prudente. Qu'est-ce qu'on fait même maintenant? On réfléchit. Où est-ce qu'on va? On marche, c'est tout. Mais où, Sam? Sa voix sortit plus dure qu'elle ne l'aurait voulu. Elle l'adoucit. Donne-moi 1 minute, mon cœur. Juste une. Il se tut. La chaleur estivale de Willow Creek pesait sur elle comme une main pressante. La ville s'agitait autour d'elle. Elle pouvait l'entendre. Des voix, des roues de chariot et un chien qui aboyait quelque part près du magasin de fourrage. Mais rien de tout cela ne semblait avoir de rapport avec elle. Elle le traversait comme une femme qui avance dans une eau trop chaude et trop épaisse. Elle avait 4,30 $. Elle les avait comptés ce matin-là, 3 fois. Elle pressait chaque pièce contre sa paume, comme si elle pouvait se multiplier si elle la tenait assez longtemps. 4,30 $. 3 fils et une seule malle d'affaires qu'elle avait laissé à la livrée en arrivant, parce qu'elle n'avait pas été assez sûre de la réponse de Roy pour tout transporter jusqu'à sa porte. Elle avait été assez sûre. Elle comprenait maintenant. Elle avait juste besoin de ne pas le savoir encore. Maman. La voix d'Élie était mesurée. Il était toujours mesuré. Son aîné, pesant toujours ses mots avant de les dire, de la même manière que Thomas le faisait. On pourrait essayer chez Mme Purvis. Elle prend des pensionnaires. Je sais. 4 $ pourraient nous couvrir une semaine. Peut-être un peu plus. Une semaine, dit-elle. Et après Eli, il ne répondit pas. Elle l'aimait pour ça, pour avoir refusé d'inventer un mensonge joyeux juste pour combler le silence. Thomas avait fait ça, inventé des réponses brillantes à des questions difficiles. Et elle l'avait aimé pour ça, même quand ça lui donnait envie de le secouer par les épaules. Elle se dirigea vers le sud, vers la livrée, récupéra la malle, paya à Hector Grimes les 25 qu'elle lui devait pour 2 heures de stockage. Elle se tint dans la rue en terre battue, les mains sur les hanches, les yeux parcourant la longueur de la rue principale. Elle compta les portes auxquelles elle n'avait pas encore frappé. Il n'y en avait pas beaucoup. Jim Purvis sortit de la quincaillerie avec une longueur de chaîne sur une épaule juste au moment où elle se tournait vers la pension de sa femme. C'était un homme assez respectable. Ils s'étaient parlé à l'église une 12aine de fois. « Jim, dit-elle, j'allais justement parler à Margaret. Je me demandais si elle aurait une chambre. J'ai entendu pour Roy. Il le dit sans méchanceté, juste platement. Les nouvelles vont vite. » Elle attendit. Jim Purvis déplaça la chaîne sur son épaule et ne la regarda pas tout à fait. Le fait est que Margaret et moi en avons parlé il y a quelque temps. On s'est dit qu'on ne prendrait plus de famille. Juste des hommes seuls, des voyageurs. Les garçons feraient trop de bruit. Vous comprenez? Je comprends. Je suis désolé pour vos ennuis, Anna. Vraiment. Merci, Jim. Il continua son chemin. Elle le regarda partir et se donna exactement 3 secondes pour sentir tout le poids de ce que j'ai entendu pour Roy signifiait. Il savait qu'elle venait. Il avait préparé le terrain avant son arrivée. Elle ne savait pas si elle y croyait entièrement. Elle ne voulait pas y croire. Mais elle ne pouvait pas chasser cette pensée une fois qu'elle l'avait trouvée. Elle essaya ensuite la pension d'Adeline Delrow. Adeline écouta derrière la porte moustiquaire, les bras croisés et l'expression agréable. Elle dit qu'elle était complète. Anna demanda si elle connaissait quelqu'un d'autre en ville avec une chambre de libre. Adeline dit qu'elle ne voyait personne sur le moment. Elle essaya le pasteur Hull à l'église. C'était un homme bon. Elle l'avait toujours cru. Il ne la renvoya pas à la porte. Il la fit asseoir sur un banc à l'avant et apporta de l'eau de la pompe de la cour pour les garçons. Et il écouta tout ce qu'elle dit, les mains jointes et les yeux troublés. C'était le regard du pasteur Hull quand il avait déjà décidé de ce qu'il allait dire. « Je vais être franc avec vous, Anna, dit-il enfin. Je n'ai pas les ressources de l'Église à offrir. Ce que je peux faire, fit-il une pause, il y a un foyer pour femmes à Cheyenne.
Un bon endroit, propre et bien tenu. Ils prennent les mères avec des enfants. Je pourrais vous écrire une lettre d'introduction aujourd'hui. Cheyenne est à 80 miles, Pasteur, je le sais. J'ai 4 $. Je le sais aussi. Il baissa les yeux sur ses mains jointes. Je suis désolé de ne pas pouvoir offrir plus. Elle le remercia. Elle sortit. Et là, il la rattrapa sur les marches de l'église et prit son bout de la malle sans qu'on le lui demande. Sam prit la main de Tommy. Les quatre se tenaient dans la lumière plate de l'été. La chaleur montait par vagues, avec l'odeur de la poussière, des chevaux et de l'herbe sèche. Et Anna regarda une dernière fois la longueur de la rue principale et essaya de compter ce qui restait. Tout ira bien, dit-elle, surtout pour elle-même. Je sais, dit Eli, exactement sur le ton qui signifiait qu'il n'en était pas sûr. Mais il allait le dire quand même parce que c'était la seule chose qui restait à dire. Elle faillit sourire. Elle était encore là, à retourner le problème dans son esprit comme on retourne une pierre, cherchant un angle qui ne s'était pas encore montré, quand elle entendit les bottes sur le trottoir en bois derrière elle. Lents, réguliers, les pas d'un homme qui n'avait nulle part où aller d'urgent et le savait. Elle se retourna. Il n'était pas remarquable au premier abord. Ou peut-être l'était-il, et elle était trop épuisée pour le remarquer tout de suite. Grand, oui, large d'épaules d'une manière qui venait du vrai travail, pas de la frime. Un chapeau sombre au bord usé, un visage qui avait passé des années au grand air et qui portait ses années sans faire. Pas vieux, mais patiné. Comme le bon cuir se patine avec le temps. Il se tenait immobile d'une manière qu'elle n'avait vue que chez un certain type d'homme. Pas raide, pas tendu, juste installé en lui-même. Comme un homme qui avait fait la paix avec le monde il y a longtemps et ne se disputait plus avec lui. Il s'arrêta quand il la vit le regarder, toucha le bord de son chapeau. « Madame ». Elle hocha la tête une fois et se retourna vers la rue. Un temps de silence, puis « Pardonnez-moi, je ne veux pas m'immiscer. » Sa voix était basse et sans hâte, avec un accent du Sud adouci par des années dans l'Ouest. « Je m'appelle Dawson Baxter. Je dirige le ranch de Silver Creek, à environ 6 miles au nord de la ville. » Une pause. Je n'essayais pas d'écouter. Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre une partie de votre conversation avec le pasteur Hall. « Alors, vous connaissez déjà ma situation, dit-elle, les yeux toujours sur la rue. Ce n'était pas mon intention. » Il se déplaça prudemment, sans l'envahir, juste en se repositionnant pour qu'elle puisse le voir sans tourner le cou. Elle remarqua cette délibération. « Je sais que ce n'était pas facile d'entendre ce qu'il vous a dit. J'ai entendu pire aujourd'hui, je m'en doute. » Ses yeux se posèrent brièvement sur les garçons, sans les juger, juste en les reconnaissant comme le font les hommes décents. « Madame, j'ai une cabane de contremaître sur ma propriété qui est vide depuis mars. Mon dernier contremaître a déménagé sa famille au nord, dans le Montana. 2 pièces, un bon poêle à bois, un puits de propre. Ce n'est rien d'extraordinaire. » Elle le regarda pleinement. Il soutint son regard et ne sia pas. « Pourquoi ?» dit-elle. Il y réfléchit. Elle le remarqua aussi, qu'il n'avait pas de réponse toute faite, que la question le faisait vraiment réfléchir. « Parce que ça fait 2 heures que vous arpentez cette rue, » dit-il finalement, « et que personne dans cette ville ne vous a offert ne serait-ce qu'un verre d'eau. Et ça ne me plaît pas. » « Vous ne me connaissez pas. Non, madame. Je pourrais être n'importe qui. Vous pourriez. » Il acquiesça sans ciller. « Vous offrez à une étrangère l'usage de votre propriété. J'offre une cabane vacante à une femme qui a besoin d'un toit. » Il fit une pause. « Je ne demande rien en retour. Je ne suis pas ce genre d'homme. Vous pouvez vous renseigner en ville sur ma réputation. Ça fait 8 ans que je viens à Willow Creek. Il y a des gens ici qui me connaissent. » Eli s'avança légèrement, pas devant Hannah, mais à côté d'elle. Un petit pas. Elle le sentit plus qu'elle ne le vit. Dawson le remarqua aussi, et quelque chose changea dans son expression. Pas de l'amusement, quelque chose de plus proche de la reconnaissance. « C'est votre aîné ?» demanda-t-il. « Oui, dit-elle. » Il regarda Ellie directement. « Bon instinct, dit-il. Un homme s'occupe de sa famille. » La mâchoire d'Ellie était toujours de fer, mais il écoutait maintenant. Ses yeux évaluant quelque chose. Anna pressa ses doigts contre sa paume. Le même mouvement qu'elle avait fait ce matin-là, en comptant des pièces. 4,30 $. Pas de pension, pas de famille, pas de porte dans cette rue qui allait s'ouvrir pour elle. Pas aujourd'hui, peut-être jamais. Pas dans cette ville, pas tant que Roy Caldwell serait en vie et continuerait de parler. « Qu'attendriez-vous de moi ?» dit-elle. « Rien.
Ce n'est pas une réponse, Monsieur Baxter. Un léger mouvement au coin de sa bouche. La cabane a besoin d'être nettoyée. Elle est fermée depuis 5 mois. Si vous voulez faire un potager, il y a une parcelle derrière qui n'a pas été travaillée cette saison. Mais c'est votre affaire, pas la mienne. Je n'ai aucune prétention sur la façon dont vous passez votre temps. Et les garçons, il les regarda tous les trois, tour à tour, avec une attention calme et égale. J'ai des employés de ranch qui apprécieraient probablement d'avoir un public, dit-il. Les garçons sont les bienvenus partout sur la propriété où c'est sûr. Je vous dirai ce qui est interdit, fit-il une pause. Et je suis sérieux à propos de la sécurité. Un ranch en activité n'est pas un endroit pour être négligent. Mes garçons ne sont pas négligents, dit-elle avec une pointe de calme dans la voix. Non, dit-il en les regardant une fois de plus, je vois ça. Tommy, qui était resté silencieux pendant 20 minutes remarquables, choisit ce moment pour pencher la tête en arrière, regarder Dawson Baxter et dire, d'une voix claire comme de l'eau de roche, « Vous avez des chevals? » Dawson baissa les yeux vers lui. Environ 40. Les yeux de Tommy s'écarquillèrent comme le ciel d'été. Il se tourna vers Hannah. « Maman, malgré tout, malgré Roy et Adeline Delroy, et le pasteur Hull et 4,30 $ et la longue misère de cette journée. » Hannah sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Ce n'était pas tout à fait du chagrin, ni tout à fait de l'espoir. Mais ça existait quelque part dans le pays étroit entre les deux. « Monsieur Baxter, » dit-elle. « Dawson. »« Monsieur Baxter, » répéta-t-elle, car elle n'était pas encore prête pour les prénoms, et il semblait le comprendre sans qu'il soit nécessaire de l'expliquer. « Je veux être clair sur quelque chose avant de vous répondre. Dites-le. Je ne cherche pas la charité. Je ne cherche pas quelqu'un pour réparer ce qui est cassé. J'ai 3 fils à élever, et j'ai l'intention de les élever selon mes propres termes, en montagne. » Elle soutint son regard. « Ce dont j'ai besoin, c'est d'un toit et d'un peu de temps pour trouver la prochaine étape. Rien de plus. » Il resta silencieux un moment. « C'est clair, dit-il. Alors je prends la cabane. »« Très bien. J'aurai besoin de 2 jours pour la nettoyer avant que nous y dormions. Je ne ferai pas entrer mes enfants dans 5 mois de poussière. » Cette chose bougea de nouveau au coin de sa bouche. « C'est juste. Et si à un moment donné cet arrangement n'est pas ce que vous m'avez dit, vous faites vos bagages et vous partez, dit-il, sans discussion de ma part, sans question. » Elle le regarda pendant un long moment prudent, lisant son visage comme 11 ans de mariage lui avaient appris à lire le visage d'un homme. Pas seulement ce qu'il montrait, mais ce qu'il retenait. Dawson Baxter était un homme qui gardait les choses pour lui. Elle le voyait clairement. Mais ce qu'elle pouvait voir de lui n'était pas malhonnête, c'était prudent. Et c'était 2 choses différentes. Elle avait appris à ses dépens qu'elles n'étaient pas les mêmes. « Quand partons-nous » demanda-t-elle. « Le chariot est à la livrée. Dans 1 heure, si ça vous convient. » Elle hocha la tête une fois. « Entendu. » Il toucha le bord de son chapeau et se tourna vers la livrée sans cérémonie, sans faire de cas du moment, sans se retourner pour vérifier si elle le regardait. Il se déplaçait simplement, comme un homme qui avait dit ce qu'il pensait et n'avait plus rien à prouver. Sam attrapa sa manche dès que Dawson fut à ses pas. « Maman, on va vivre dans un ranch pour l'instant. Avec 40 chevaux, c'est ce que l'homme a dit. » Sam se tourna vers Tommy. Tommy se tourna vers Sam. Une conversation entière passa entre eux en l'espace de 2 secondes, sans qu'un seul mot ne soit prononcé. Eli regardait toujours dans la direction où Dawson Baxter était parti. Son visage avait cette expression prudente et privée qu'il prenait quand il réfléchissait à quelque chose. « Qu'en penses-tu » lui demanda Hannah, la voix assez basse pour que lui seul l'entende. Eli resta silencieux un moment. « Je pense, dit-il lentement, qu'il t'a regardé comme si tu valais la peine d'être regardé. Pas comme si tu étais un problème qu'il essayait de résoudre. » Hannah se pencha et ramassa son bout de la malle. « Prends ton bout, lui dit-elle. » Mais elle garda ce qu'il avait dit, le plia en petit et le mit quelque part où elle pourrait le retrouver plus tard. Et quand elle marcha vers la livrée, elle marcha un demi-pas plus vite que tout le matin. Devant elle, un chariot qu'elle n'avait pas conduit, une route qu'elle ne connaissait pas, une cabane qu'elle n'avait jamais vue, et quelque chose d'autre aussi, quelque chose sans nom encore, quelque chose de prudent, de fragile et d'obstiné à la fois, quelque chose qui ressemblait,
contre toute évidence de cette longue et terrible journée, a une chance. Le trajet en chariot jusqu'au ranch de Silver Creek fut l'heure la plus longue dont Hannah Caldwell pouvait se souvenir depuis le matin où on lui avait dit que Thomas était mort. Non pas parce qu'il s'était passé quelque chose. C'était ça qui était étrange. Rien ne s'était passé du tout. Dawson Baxter était assis à l'avant, les rênes lâches dans ses mains, guidant les chevaux vers le nord avec la même économie tranquille qu'il semblait apporter à tout. Et les garçons s'étaient installés dans la caisse du chariot derrière lui. Sam et Tommy serrés l'un contre l'autre d'un côté et Eli assis un peu à l'écart comme il le faisait toujours. Comme un homme qui avait besoin d'espace pour penser. Et la route se déroulait devant eux à travers la chaleur de l'été. Et personne ne disait grand-chose. C'est ce qui rendait le trajet long, le silence. Pas le silence hostile du seuil de Roy Caldwell. Pas le silence prudent du pasteur Hall, choisissant ses mots. Juste le silence, le genre ordinaire. Celui qui existait entre des gens qui ne se connaissaient pas encore et n'avaient pas trouvé le moyen d'entamer la conversation. Hannah était assise à côté de Dawson sur le banc parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où s'asseoir. Et elle gardait 20 centimètres d'air entre eux, les mains jointes sur ses genoux. Elle regardait la route et pensait à ses 4,30 $ et se demandait si elle ne faisait pas une terrible erreur. « Vous êtes déjà venu par ici? » demanda Dawson. « Pas plus loin que Miller's Creek. » Il hocha la tête. N'insista pas. 2 minutes passèrent. « Depuis combien de temps avez-vous le ranch? » demanda-t-elle, parce que le silence commençait à peser sur elle d'une manière qu'elle n'aimait pas. 11 ans en septembre. Il garda les yeux sur la route. J'ai commencé avec 80 acres et un bon cheval. J'ai construit à partir de là. Seul. Quelque chose changea dans sa mâchoire. À peine. Juste le plus petit resserrement. Surtout. Elle le remarqua, le nota, ne posa pas de questions. De la caisse du chariot derrière eux, la voix de Tommy Silva, claire et sans gêne, comme le sont toujours les enfants de 5 ans. « Monsieur, c'est quoi les noms des chevals? » Dawson se tourna à moitié sans quitter la route des yeux. « Lequel veux-tu savoir? »« Tous. » Une pause, puis, et ce fut la première fois qu'Hannah l'entendit. Ce son bas et sans hâte. Dawson Baxter se mit à rire. Pas un grand rire, pas un rire forcé, juste une expiration silencieuse d'un amusement sincère qui vint et repartit rapidement. « Ça pourrait nous prendre jusqu'après le dîner, dit-il. »« C'est pas grave, dit Tommy d'un ton agréable. »« Ça me dérange pas. » Hannah regarda le profil de Dawson. Il regardait déjà de nouveau la route, mais quelque chose s'était détendu en lui. Quelque chose autour des yeux. Elle se retourna vers l'avant et ne dit rien. Quand le ranch apparut, Hannah l'enregistra par morceaux. Pas l'ensemble d'un coup, mais détail par détail. La façon dont vos yeux se déplacent sur quelque chose quand vous essayez d'être honnête à ce sujet. La maison principale était longue et basse, en bois massif. Le genre de bâtiment qui était là depuis assez longtemps pour ne plus essayer d'impressionner qui que ce soit et qui s'était installé dans une simple permanence. Plus loin, une grange de la couleur de la vieille rouille, une clôture qui s'étendait plus loin qu'elle ne pouvait le voir. Et du côté est, un retrait de la maison principale d'une centaine de mètres, une petite cabane avec une seule fenêtre orientée au sud. Ce serait la sienne. La cabane du contremaître, dit Dawson en la désignant de la tête. Comme je l'ai dit, 2 pièces. Le poêle tire bien, mais la fenêtre arrière coince avec la chaleur. Il faut soulever et pousser en même temps. Je vous montrerai. Je trouverai bien, dit-elle. Il lui jeta un coup d'œil. Je n'en doute pas. Les garçons descendirent du chariot avant qu'il ne s'arrête complètement. Sam toucha le sol en courant, et Tommy émit un son qui n'était pas tout à fait un mot. Juste une note haute et pure de joie absolue, alors qu'un cheval bai passait la tête par-dessus la clôture du paddock et le regardait avec de doux yeux bruns. Eli descendit prudemment et se tint les mains dans les poches, observant l'ensemble du ranch comme il observait tout. Lentement, minutieusement, sans rien laisser paraître. Un des employés du ranch sortit de la grange à ce moment-là. La mi-trentaine, le teint hâlé, un bandana autour du cou et une expression qui passa par 3 choses différentes en l'espace de 2 secondes quand il vit Hannah et les garçons. Son nom, elle l'apprendrait, était Cleet Harmon. Il travaillait à Silver Creek depuis 6 ans. Il regarda Dawson avec la curiosité non dissimulée d'un homme qui connaissait assez bien son employeur pour être surpris. « Cleet, dit Dawson en descendant du chariot.
Madame Caldwell et ses garçons vont rester dans la cabane du contremaître. Assure-toi que quelqu'un mette de l'eau fraîche dans le seau du puits et vérifie le tuyau du poêle avant la nuit. Oui, monsieur, répondit Cleet. Et il fit un effort raisonnable pour ne pas la dévisager. La cabane était exactement ce que Dawson avait dit. 5 mois d'air confiné, une couche de poussière sur chaque surface plane, une faible odeur de vieille fumée de bois, et quelque chose en dessous qui aurait pu être du savon de pain autrefois. 2 pièces, un poêle à bois en fonte dans la pièce de devant, avec un bon foyer profond. Une pièce arrière avec assez d'espace au sol pour 3 paillasses et une malle. La fenêtre du côté sud projetait un long rectangle de lumière de fin d'après-midi sur le sol et donnait à tout un air presque chaleureux. Hannah se tenait au milieu, les mains sur les hanches. Je vous avais dit que ça nécessitait du travail, dit Dawson depuis le seuil. Il n'était pas entré. J'ai vu pire. Elle se tourna lentement, cartographiant l'endroit. J'aurais besoin d'un balai, d'un seau, de chiffon. Cleet, apportez-les. Et si ça ne vous dérange pas, je préférerais commencer maintenant avant qu'il ne fasse nuit. Il resta silencieux un moment. Alors, je demanderai à un des garçons d'apporter le dîner de la maison principale. 6 heures, vous n'êtes pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. Elle le regarda. 6 heures, répéta-t-il, et il recula du seuil sans attendre de réponse. Elle nettoya pendant 2 heures et demie. Elle travailla comme elle le travaillait toujours quand quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire qu'elle travaillait assez dur et assez vite pour qu'il n'y ait plus de place dans son corps pour autre chose que la tâche suivante. Eli balaya et elle suivit avec un chiffon humide. Sam transporta de l'eau du puits dans des allers-retours plus énergiques qu'efficaces. Tommy se mit dans ses jambes et fut finalement posté à la porte en tant que, selon sa propre description, un garde. « Garde contre quoi ?» lui demanda Sam. « Les serpents », dit Tommy avec une grande autorité. « Il n'y a pas de serpents. Tu n'en sais rien. » Au moment où la lumière devint dorée et longue sur le sol, la cabane était aussi propre qu'elle pouvait l'être en une seule soirée. Elle sentait encore la poussière dans les coins et la vieille fumée, mais c'était une poussière propre. Et elle avait appris il y a des années à considérer cela comme quelque chose. Cleet frappa à 6 heures à pile, portant d'une marmite couverte qui sentait le ragoût de bœuf et un sac en tissu avec des biscuits emballés à l'intérieur. Il les posa sur la table en planche, toucha son chapeau et dit « Monsieur Baxter m'a dit de vous dire que le petit déjeuner est généralement prêt à la maison principale à 6 heures, si ça vous convient. Sans obligation. Dites-lui merci. » Cleet hocha la tête et se tourna pour partir. Puis, il fit une pause. « Madame, dit-il avec une certaine prudence, je sais que ce n'est pas ma place, mais je travaille pour Dawson Baxter depuis 6 ans, et ce n'est pas un homme qui fait les choses sans raison. » Il regarda le bord de son chapeau. « Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une mauvaise chose. » Elle laissa les mots s'installer un moment. « J'apprécie, dit-elle. » Il partit. Le ragoût était bon, vraiment bon. Le genre de bon qui vous disait que la personne qui l'avait fait nourrissait des travailleurs affamés depuis des années, sans cuisiner pour impressionner. Les garçons mangèrent avec l'appétit d'enfants qui n'avaient eu qu'un demi-biscuit entre eux depuis le matin et pas de dîner la veille. Tommy s'endormit avec le menton presque dans son bol, et Eli le rattrapa avant qu'il ne tombe la tête la première dans ce qui restait de la sauce. Hannah regarda ses fils. Les mains prudentes d'Eli maintenant Tommy droit. Sam sortant déjà les paillasses de la malle parce qu'il y avait pensé sans qu'on le lui demande. Et elle sentit quelque chose lui serrer la gorge, qu'elle refusa absolument de laisser aller plus loin. Elle les installa. Elle s'assit sur le bord de la paillasse de Tommy un moment après qu'il se soit endormi, sa main sur son dos, sentant sa respiration monter et descendre. Dehors, le ranch se calmait. Les chevaux s'installaient, une porte se fermait quelque part, les derniers employés rentraient du paddock. Les sons d'une journée de travail qui s'éteignaient. Elle ne dormit pas pendant longtemps. Elle resta allongée sur sa propre pailleuse dans le noir, fixant le plafond qu'elle ne pouvait pas voir, et pensa à la porte en chêne de Roy Caldwell. Puis elle arrêta d'y penser et pensa plutôt à ce qu'elle devait faire le matin. Puis elle pensa à Ellie, qui avait 11 ans et avait passé les 6 dernières semaines à se tenir si droit qu'elle était parfois effrayée par tout ce qui s'accumulait derrière ses yeux. So elle pensait aussi à Thomas, comme elle le faisait toujours dans le noir. Pas le chagrin de sa perte, pas le grand chagrin aigu qui venait parfois sans prévenir, mais le manque ordinaire, le poids de l'autre côté de la paillasse, le son de sa respiration.
La façon dont il avait toujours su quand elle était réveillée et tendait simplement la main pour la poser sur son épaule, sans rien dire, juste là. Elle pressa son visage contre son bras et respira jusqu'à ce que ça passe. Le matin, elle emmena les garçons à la maison principale à 6h30. Dawson était déjà à table avec 2 employés de ranch qu'elle n'avait pas rencontrés, et une femme nommée Bess, large d'épaules, les cheveux gris, le genre de cuisinière qui se déplaçait dans une cuisine comme si elle possédait tout le pays. Bess regarda les garçons quand ils entrèrent et dit « Seigneur, ayez pitié, ils ont faim », d'une manière qui était plus une observation qu'une plainte, et en 4 minutes, elle avait mis de la nourriture devant chacun d'eux. Dawson regarda Hannah de l'autre côté de la table. « Bien dormi ?» demanda-t-il. « Bien, dit-elle. » Il hocha la tête, retourna à son assiette. Les 2 employés, Pete, qui était jeune, et Cal, qui ne l'était pas, engagèrent une conversation polie avec Eli sur les chevaux. Cal dit à Sam que la jument d'Alaisen dans le paddock avait un poulain de 3 semaines. Sam se redressa si vite qu'il heurta le gobelet de Tommy, et Tommy l'attrapa sans regarder. Et Hannah pensa pour la première fois depuis la mort de Thomas que sa famille ressemblait à des gens assis à une table plutôt qu'à des gens qui s'accrochaient. 4 jours passèrent. Elle nettoya et organisa la cabane jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à nettoyer. Elle passa une commande au magasin de fourrage en ville pour des graines, des tomates, des haricots, des courges, et qu'elle commença à travailler la parcelle de potager derrière la cabane avec une bêche qu'elle avait empruntée à la grange. Elle travaillait la terre dure de l'été tôt le matin, avant que la chaleur ne devienne sérieuse. Eli l'aidait jusqu'à ce que le soleil soit haut. Et puis il trouvait généralement son chemin vers l'endroit où Cal ou Pete travaillaient. Car les garçons de 11 ans et les ranchs en activité avaient une gravité naturelle entre eux que Hannah n'avait ni le cœur ni la logique de contester. Sam vivait pratiquement près de la clôture du paddock. Tommy se lia d'amitié avec un chat qui vivait dans la grange, un énorme matou gris qui se soumettait aux affections enthousiastes de Tommy avec une patience que Hannah trouvait vraiment impressionnante. Et Dawson Baxter se déplaçait à travers tout cela comme une rivière se déplace dans un paysage familier. Présent, constant, ne demandant jamais rien au paysage qui l'entourait. Juste là. Il la laissait tranquille la plupart du temps. C'était la chose qu'elle remarqua en premier et le plus. Il ne la surveillait pas. Il ne venait pas voir comment elle allait 3 fois par jour comme certains hommes l'auraient fait. Des hommes qui avaient donné quelque chose et qui avaient ensuite besoin de garder un œil sur ce qu'ils avaient donné. Il disait bonjour au petit déjeuner et bonsoir s'il se trouvait dehors en même temps à la fin de la journée. Et il disait ce qui était nécessaire et rien de plus. Et elle se disait qu'elle lui en était reconnaissante. Elle l'était la plupart du temps. Le 5e matin, elle était dans le jardin quand elle entendit des voix s'élever de la grange. Pas des voix de dispute, mais assez fortes pour être entendues. Elle reconnut d'abord le tombeau de Dawson, puis une autre voix qu'elle ne connaissait pas, plus dure, avec une pointe qu'elle n'aimait pas. Paul garda les mains dans la terre et les yeux sur sa rangée et se dit que ce n'était moi ses affaires. Puis elle entendit le nom de Tommy. Elle fut sur pied et de l'autre côté de la cour en 10 secondes. À l'intérieur de la grange, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant se tenait les pouces dans la ceinture. Le visage rouge et large, avec une sorte de méchanceté dans les yeux qui était complètement à sa place. Tommy était plaqué contre le box derrière lui, lui serrant le chat gris contre sa poitrine. Les yeux grands ouverts et absolument immobiles, comme le sont les enfants quand ils comprennent, sans savoir exactement pourquoi, qu'un adulte est dangereux. Dawson se tenait entre eux, sans toucher, sans bouger. Juste là, les pieds plantés et les bras le long du corps. Et qu'il y avait quelque chose dans son immobilité qui était différent de toute immobilité que Hannah avait vue chez lui auparavant. C'était une immobilité chargée, celle qui précède un événement. Le gamin est ici tous les jours, disait l'homme, à déranger des choses qui ne sont pas à lui. Le garçon est un invité sur cette propriété, dit Dawson. Calme, précis. Cela le concerne donc moi et pas vous. Je dis juste, Baxter. Un homme laisse des étrangers s'installer. Finis cette phrase, dit Dawson, et tu pourras prendre ta paie à la maison et être parti avant midi. Silence de mort. L'homme regarda Dawson pendant un long moment calculateur. Hannah lut le calcul aussi clairement que de l'encre sur du papier. Il évaluait ses chances, pesait ce qu'il était prêt à risquer
et arrivait à la bonne réponse, qui était « pas grand-chose ». « Je ne voulais rien dire de mal par là », dit l'homme enfin. « Très bien. » La voix de Dawson ne changea pas. « Retourne au travail. » L'homme partit. Tommy n'avait pas bougé. Il était toujours contre le box avec un chat écrasé contre sa poitrine. Et quand Hannah s'approcha de lui et s'accroupit devant lui, elle pouvait le sentir trembler. « Hé !» Elle prit son visage dans ses mains. « Hé, regarde-moi. »« Ça va? » Il la regarda. Il hocha la tête, puis son visage se plissa et il se pressa contre son épaule. Elle l'entoura de ses bras et leva les yeux. Dawson regardait depuis l'entrée de la grange, son chapeau à la main, le tournant lentement par le bord. La seule chose agitée chez lui. Il regarda les épaules tremblantes de Tommy. Puis il regarda Hannah. « Il s'appelle Frank Dugan, dit-il doucement. Il ne posera plus de problème. » Qu'est-ce qu'il a vraiment dit à Tommy? Une pause, rien qui ne mérite d'être répété. Monsieur Baxter. Hannah. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Cela l'arrêta une seconde. Pas désagréablement, juste de manière inattendue. Comme un son inhabituel dans une pièce familière vous arrête un moment. Je m'en suis occupé. Elle le regarda par-dessus la tête de Tommy. Je ne connais pas ce Frank Dugan, dit-elle en gardant la voix basse. Mais les hommes comme ça, ils ne laissent pas tomber, ils accumulent. Je connais ce genre d'homme, sa mâchoire se serra légèrement. Il travaille ici parce qu'il est bon avec les chevaux et qu'il reste dans son coin. Il a franchi une ligne aujourd'hui. Ça n'arrivera plus parce qu'il sait exactement ce que ça lui coûtera si ça se reproduit. Il soutint son regard. « Je vous donne ma parole. » Elle le regarda pendant un long moment. Elle attendit. Elle avait rencontré des hommes qui donnaient leur parole comme d'autres donnaient de mauvais chèques. Facilement, sans intention particulière derrière. Thomas n'avait pas été ce genre d'homme. La parole de Thomas avait de la valeur, même quand ça lui coûtait. Elle avait appris à lire la différence dès la première année de leur mariage. Dawson Baxter donnait sa parole comme si c'était une transaction, comme si cela signifiait quelque chose qu'il avait l'intention de tenir. « Très bien, dit-elle. » Elle ramena Tommy à la cabane et s'assit avec lui jusqu'à ce que les tremblements cessent. Puis il s'endormit au milieu de l'après-midi comme une petite tempête épuisée. Et elle resta assise à regarder son visage et sentit la colère qu'elle avait tenue dans ses mains depuis la grange trouver enfin un endroit où se poser. Quand elle sortit, Eli était assis sur la marche de la cabane. Il leva les yeux vers elle. « J'ai entendu, dit-il, je m'en doutais. » Il resta silencieux un moment. « Est-ce qu'il va renvoyer cet homme? » Il a dit qu'il s'en occuperait. Tu le crois? Elle s'appuya contre le cadre de la porte. Oui, dit-elle, et parce que c'était Eli. Parce qu'Eli était la seule personne dans sa vie pour qui elle n'adoucissait pas les choses. Elle ajouta, « Je ne comprends pas entièrement pourquoi, mais oui. » Eli gratta une écharde sur la marche. « Il est différent de Roy, dit-il. La barre n'est pas très haute, Eli. » Non, il regarda vers la grange. Je ne le pensais pas comme ça. Elle savait ce qu'il voulait dire. Elle n'était juste pas prête à le nommer encore. Au dîner ce soir-là dans la maison principale, Dawson s'assit en face de Tommy et, sans aucune annonce, sans en faire tout un plat, dit « Ce chat gris dans la grange, il n'a pas de nom. J'ai toujours pensé qu'un chat de grange devrait avoir un nom. Comment penses-tu qu'il devrait s'appeler? » Tommy leva les yeux de son assiette. Il y réfléchit avec la gravité intense que les enfants de 5 ans apportent aux questions vraiment importantes. « Capitaine, dit-il. » Dawson hocha la tête une fois comme si c'était une conclusion parfaitement logique à une question sérieuse. « Capitaine, ce sera. » Tommy rayonna si fort qu'Anna dut regarder son assiette. Elle leva les yeux un moment plus tard pour trouver Dawson qui la regardait avec cette attention égale et sans exigence qu'il apportait à tout. N'attendant rien, ne demandant rien, juste présent. Comme une bonne lampe est présente dans une pièce. Elle soutint son regard pendant 2 secondes, peut-être 3. Puis elle attrapa le sel et dit « Bess, ce poulet est la meilleure chose que j'ai mangée depuis des mois. » Et Bess dit « Eh bien, j'espère bien. » Et Cal fit un commentaire sur la cuisine de Pete qui fit éclater de rire Sam. Et la table se remplit de sons, de chaleur et de mouvement. Et Hannah Caldwell, qui ne s'était rien permis d'autre que d'être implacable pendant 6 semaines, s'assit dans ce bruit chaleureux et sentit pour un instant quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Quelque chose qui avait été si tendu depuis si longtemps qu'elle avait oublié que ce n'était pas censé être comme ça. Elle ne le nomma pas encore, mais elle le sentit. Et cette nuit-là, quand elle s'allongea dans le noir de la cabane,
Ses fils dormant autour d'elle et la nuit d'été pressant doucement et chaudement contre les murs, elle ne resta pas éveillée longtemps à penser à la porte de Roy Caldwell. Elle resta éveillée à penser à toute autre chose. Au bout de 2 semaines, Hannah cessa de compter les jours. Elle n'a pas décidé d'arrêter. C'est juste arrivé, comme certaines choses arrivent. Progressivement, sans annonce, jusqu'à ce qu'un matin, elle se réveille et réalise qu'elle s'était endormie la veille sans calculer combien de jours il lui restait avant de devoir trouver un autre endroit où aller. Et l'absence de ce calcul lui parut étrange, comme si elle déposait une pierre qu'elle portait depuis si longtemps qu'elle avait cessé de remarquer son poids. Elle était dans le jardin quand elle s'en rendit compte, à genoux dans la terre, les mains profondément dans la rangée de tomates. La chaleur de l'été commençait déjà à s'accumuler sur sa nuque. Elle s'assit sur ses talons, regarda ses mains et pensa. 2 semaines. 2 semaines depuis la porte de Roy. 2 semaines depuis que Dawson Baxter a dit « Vous êtes la bienvenue partout sur cette propriété où c'est sûr. » 2 semaines qui n'avaient pas été ce à quoi elle s'attendait. Elle s'était attendue à ce que la charité ressemble à la charité. Cette texture particulière de gratitude mêlée d'humiliation qui vient du fait de devoir à quelqu'un quelque chose que l'on ne peut pas rembourser. Elle s'y était préparée pendant le trajet en chariot. Elle avait organisé ses défenses, prêtes, comme on organise et prépare tout quand on est une femme seule avec 3 fils et sans terre sous les pieds. Ce à quoi elle n'avait pas été préparée, c'était la simplicité, la banalité quotidienne de la situation. Le petit déjeuner à la maison principale, le travail le matin, les garçons revenant le midi, le visage brûlé par le soleil et bruyant. Dawson passant près du potager en revenant de la grange, s'arrêtant juste assez longtemps pour dire quelque chose de bref et de pratique. Les haricots ont besoin de plus d'eau du côté est. La terre y est plus dure. Et il continuait son chemin sans attendre qu'elle soit reconnaissante. Elle ne savait pas trop quoi faire d'un homme qui ne voulait pas de sa gratitude. Ce matin-là, Eli la trouva dans le jardin avant le petit déjeuner. Il ne dit rien tout de suite, se laissa juste tomber à côté d'elle et commença à arracher les mauvaises herbes de la rangée de haricots avec le silence concentré d'un garçon qui était venu dire quelque chose et se préparait à le faire. Elle le laissa se préparer. Dawson a dit que je pouvais l'aider à débourrer le grill aujourd'hui, dit enfin Eli. Le jeune. Cleet a dit que c'est un travail pour 2 hommes. Hannah garda les yeux sur les tomates. L'aider. Comment? Tenir la longe. Surtout regarder. Une pause. Il m'a expliqué tout le processus, m'a demandé si je voulais apprendre. Elle se tourna pour regarder son fils. Sa mâchoire était serrée de cette manière prudente. Elle l'était depuis 6 semaines. Mais il y avait autre chose sur son visage maintenant. Quelque chose de plus jeune que cette mâchoire. Quelque chose qui essayait de sortir. « Tu veux le faire, dit-elle. Je veux apprendre. » Il le dit avec précision, comme si la distinction comptait pour lui. C'est différent, vraiment. Il arracha une mauvaise herbe. Vouloir faire quelque chose parce que ça a l'air bien, c'est une chose. Vouloir apprendre quelque chose parce qu'on pourrait en avoir besoin, c'est différent. Pendant une seconde surprenante, il ressembla exactement à Thomas. Elle se retourna vers les tomates et respira profondément. « Vas-y, dit-elle, sois utile. Ne te fais pas marcher dessus. » Il était debout et parti avant qu'elle ait fini sa phrase. Bess la trouva 40 minutes plus tard, toujours dans le jardin. Elle se tint au bord de la parcelle avec une tasse de café et l'expression d'une femme qui avait quelque chose à dire et avait décidé de prendre la voie directe. « Vous savez qu'il a entièrement refait ce potager il y a 2 ans, dit Bess. Il a retourné tout le côté est, a travaillé la terre lui-même. Il a dit que c'était pour celui qui viendrait après. » Elle but une gorgée de café. J'ai toujours pensé que c'était la chose la plus triste. Hannah leva les yeux. Pourquoi triste? Un homme a passé une demi-journée à préparer quelque chose pour une personne qu'il n'avait pas encore rencontrée. C'est soit plein d'espoir, soit solitaire. Et je n'ai jamais su vraiment lequel des deux. Elle pencha la tête. Je ne sais toujours pas. Peut-être. Hannah s'assit sur ses talons. Bess, je ne force rien, dit Bess avec la sérénité d'une femme qui le faisait absolument. Je dis juste que ce jardin attendait quelqu'un. Elle regarda les rangées qu'Hannah avait plantées. On dirait qu'il l'a trouvée. Elle retourna à la maison avant qu'Hannah ne puisse répondre. Le débourrage du cheval gris dura presque toute la matinée. Hannah pouvait l'entendre depuis le jardin. Pas le chaos,
mais la tension contrôlée d'hommes et d'un animal travaillant ensemble sur quelque chose de difficile, des voix basses et délibérées, les sons particuliers d'un cheval apprenant où se trouvaient les limites de la sécurité. Elle n'alla pas voir. Elle alla à la grange après le déjeuner pour chercher le seau qu'elle y avait laissé la veille. Et c'est là qu'elle l'entendit. La voix de Dawson, basse et égale, parlant à Eli de l'autre côté de la cloison du box. Il enseignait. Elle pouvait l'entendre, cette cadence particulière de quelqu'un qui transmet quelque chose délibérément. Le truc avec un cheval qui a été malmené jeune, c'est qu'il ne sait pas encore si être attrapé signifie la douleur ou non. Alors tu ne tentes pas la main en premier. Tu attends. Tu le laisses venir au bord de lui-même. Une pause. Puis la voix d'Eli, prudente. Et s'il ne vient pas, alors tu attends plus longtemps. Ça ne semble pas efficace. Une pointe d'amusement discrète. Ça ne l'est pas. Mais tu n'essaies pas de gagner. Tu essaies de construire quelque chose qui dure. Ce sont deux projets différents. Et ils nécessitent des outils différents. Anna se tenait très immobile de son côté de la cloison. Elle entendit Eli retourner cela dans sa tête. Mon père était bon avec les chevaux, dit Eli. Silence pendant un moment. Pas inconfortable. Le genre de silence qui savait qu'il contenait quelque chose. Je sais, dit Dawson. Cleet connaissait Thomas Caldwell de vue, à l'époque. Il disait qu'il avait un don avec les animaux. Vous connaissiez son nom. Je savais qu'il était ton père. Une pause. J'ai été désolé d'apprendre la nouvelle. Anna appuya son dos contre le mur, fixa les poutres du plafond et respira. Il n'était pas souvent là, dit Eli. Les pistes. Il partait toujours. Elle entendit la précision dans la voix de son fils. Pas de l'amertume, juste de l'exactitude. La façon dont Eli choisissait toujours l'exactitude plutôt que le confort. Je pensais que ça voulait dire quelque chose. Comme si peut-être nous n'étions pas assez pour qu'il reste. Maman dit que ce n'est pas ça. Que la piste était sa façon de subvenir à nos besoins. Les deux choses peuvent être vraies, dit Dawson. Que veux-tu dire? Un homme peut partir pour de bonnes raisons, et le départ peut quand même coûter quelque chose. Les raisons n'annulent pas le coût. Elles l'expliquent simplement. Un temps. Ta mère le savait. Ton père le savait aussi, je parie. Ça ne veut pas dire que ce n'était pas dur. Eli resta silencieux. Alors vous n'avez jamais voulu partir sur les pistes? Je l'ai voulu une fois. Jeune et stupide. Une brève pause. Mais ce que je voulais, ce que j'ai découvert que je voulais vraiment quand j'étais honnête avec moi-même, c'était quelque chose sur quoi je pouvais me tenir. Quelque chose qui ne bougeait pas. Anna se força finalement à s'éloigner du mur et à partir avant d'entendre plus que ce qu'elle avait l'intention d'entendre. Elle retourna rapidement à la cabane, le seau vide se balançant dans sa main. Elle resta longtemps à la fenêtre. Après ça, la chose qu'elle avait refusé de nommer devenait plus difficile à refuser. Ce n'était pas de la gratitude, ce n'était même pas de la confiance, bien que cela en fasse partie. C'était quelque chose de plus spécifique et de plus gênant. C'était la prise de conscience naissante que Dawson Baxter était un homme qui prêtait attention aux choses. Pas seulement à elle, pas d'une manière qui pourrait être qualifiée de directe, mais à tout. Au fait que Tommy ait nommé le chat à la mâchoire d'Eli, au fait que le côté du potager soit une terre plus dure, il prêtait attention comme le font les hommes prudents. Pas pour collecter des informations, pas pour les utiliser, mais parce que le monde semblait lui importer assez pour le regarder vraiment. Elle avait aimé Thomas pendant 11 ans. Elle savait ce que c'était que d'aimer quelqu'un. La densité spécifique de cet amour, la façon dont il changeait le poids des choses ordinaires. Elle ne confondait pas cela avec ça. Elle n'était pas une femme qui confondait les choses, mais elle était consciente qu'elle le cherchait du regard au petit déjeuner d'une manière qu'elle ne le faisait pas 2 semaines auparavant. Et elle était consciente qu'elle devait être prudente. L'invitation au dîner du dimanche arriva 3 jours plus tard, de la manière dont Dawson faisait la plupart des choses, sans cérémonie, au milieu de toute autre chose. Il était dans le paddock, montrant à Sam la bonne façon de se tenir quand un cheval s'approchait. Et Hannah était appuyée sur la clôture, regardant, parce que la joie de Sam était une chose dont elle avait parfois besoin, comme un médicament. Elle regardait le visage de Sam quand Dawson parla. On fait un plus grand dîner le dimanche, dit-il sans la regarder. Certains des éleveurs voisins viennent. Rien de formel. Bess fait plus de nourriture que les employés ne peuvent en finir. Et ça semble un gaspillage de ne pas la partager. Il fit une pause. Vous êtes la bienvenue si vous voulez venir.
Elle regarda le profil de son visage. Il regardait Sam et le cheval. Des éleveurs voisins, dit-elle. Hal Garrity et sa femme, les frères Yancey, le docteur Marsh parfois. Des gens bien. Oh, elle pensa à ce que gens bien signifiait dans une ville où aucune pension n'avait de chambre pour elle. Ce n'est pas Willow Creek, dit-il, lisant sa pose avec cette précision qui commençait à lui paraître presque injuste. Les gens d'ici connaissent leurs propres affaires et s'en occupent. Personne ne vous regardera de travers. Est-ce une promesse, Monsieur Baxter? C'est une observation. Il lui jeta enfin un coup d'œil. Mais si quelqu'un le fait, il ne le fera pas deux fois. Elle le regarda un moment. Très bien, dit-elle. Dimanche. Quelque chose s'installa sur son visage. Pas le triomphe, rien d'aussi évident. Juste une résolution tranquille, comme une question qui était restée en suspens et qui avait enfin trouvé sa réponse. Sam, totalement inconscient de tout sauf du cheval, choisit ce moment précis pour tendre la main comme Dawson le lui avait montré. Paume vers le haut, immobile et patiente. Et le cheval baissa le nez et souffla contre ses doigts. Sam émit un son qui était à peine un son, juste un pur émerveillement, doux comme un battement de cœur. Dawson le regarda. Hannah regarda Dawson. Il tourna la tête, croisa son regard et ne détourna pas les yeux. 3 secondes, 4. Puis Tommy poussa un cri de quelque part derrière la grange. Pas un cri de douleur, le cri particulier d'un petit garçon qui avait trouvé quelque chose d'énormément excitant. Et Hannah se détacha de la clôture et le moment fut passé. Mais il laissa quelque chose derrière lui, dans l'air où il avait été. Dimanche arriva. Hal Garrity se révéla être un homme à la poitrine large, avec une moustache blanche et la chaleur forte et simple de quelqu'un qui n'avait jamais eu de raison d'être méchant avec qui que ce soit. Sa femme Margaret, pas la même Margaret que celle de la pension, une femme complètement différente, serra la main de Hannah entre les siennes quand elles se rencontrèrent et dit « Dawson nous a dit qu'elle s'installait ici », avec une satisfaction dans la voix qui fit se demander à Hannah ce que Dawson leur avait dit d'autre. Les frères Yancey étaient plus jeunes, plus bruyants, et passèrent la majeure partie du dîner à se disputer sur les clôtures avec Cal d'une manière qui semblait autant un rituel qu'un désaccord. Le docteur Marsh vint avec ses mains et s'assit à côté d'Eli, le faisant parler de chevaux si bien qu'Eli mangea toute son assiette sans même s'en rendre compte. Hannah était assise en face de Dawson. Il lui passa le pain. Elle le remercia. Il ne dit rien. Le bruit de la table roulait sur eux et autour d'eux comme le temps. Et elle pensa à quel point c'était différent de tous les repas qu'elle avait pris depuis 6 semaines, depuis la mort de Thomas. Tous ces repas où elle essayait juste d'empêcher les garçons de comprendre à quel point la situation était grave. Toute cette performance de normalité qui l'avait laissé épuisé à 8 heures tous les soirs. Ce n'était pas une performance. C'était juste un dîner. Un vrai dîner. Des gens se disputant sur les clôtures, riant trop fort, et Bess sortant de la cuisine pour menacer le docteur Marsh à propos de sa deuxième part de tarte. Et au milieu de tout ça, Dawson Baxter était assis et regardait sa table pleine de gens avec la même expression calme et posée qu'elle lui voyait depuis 2 semaines. L'expression d'un homme qui avait construit quelque chose dont il était encore un peu surpris de la voir. Margaret Garrity surprit Hannah en train de regarder. Elle sourit dans sa tasse de café et ne dit rien. C'est à ce moment-là que Frank Dogan est revenu. Pas littéralement. Il était absent du ranch depuis l'incident de la grange et Hannah s'était laissé croire que Dawson s'en était occupé comme il l'avait dit. Mais c'est Cleet qui le lui a dit le lendemain matin du dîner du dimanche, alors qu'elle tirait de l'eau du puits. Il s'approcha d'elle, son chapeau à la main, le tournant comme Dawson tournait son chapeau quand il réfléchissait à quelque chose. « Madame, je pense que vous devriez savoir. » Dogan n'a pas quitté le comté. Il regarda son chapeau. Il est allé à Willow Creek. J'ai entendu par Pete qu'il a entendu du garçon du magasin de fourrage. Que Dugan a parlé. Elle continua de tirer l'eau. Parler de quoi? De cet endroit. Il fit une pause. De vous? De l'arrangement. Elle posa le seau et le regarda. Qu'est-ce qu'il dit? La mâchoire de Cleet bougea. C'était un homme, elle l'avait appris, qui ne mâchait pas ses mots quand il se décidait à parler. Il dit que ce n'est pas décent. Une veuve et ses garçons vivant sur la propriété d'un homme célibataire sans un arrangement convenable. Il s'arrêta. Il dit des choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas gentilles et qui sont conçues pour faire du mal.
Elle se tint très immobile. Elle le savait. Elle avait su quelque part au fond d'elle que c'était possible, que c'était le risque spécifique qu'une femme dans sa position portait, que l'acte de survivre pouvait être fait pour ressembler à toute autre chose si une personne le voulait assez fort. Est-ce que Dawson le sait? Demanda-t-elle. Je vous le dis à vous d'abord. Je pensais que vous le méritiez. Elle ramassa le seau. Merci, Cleet. Elle trouva Dawson près de la clôture du paddock Est. Elle s'approcha de lui et ne perdit pas de temps en approche ou en adoucissement, ni en aucune des échafaudages sociaux pour lesquels elle était trop fatiguée aujourd'hui. Je sais pour Dugan, dit-elle. Il se tourna pour la regarder. Quelque chose traversa son visage. Quelque chose qui n'était pas tout à fait de la colère ni tout à fait de la honte, mais qui contenait des éléments des deux. Le visage d'un homme qui avait espéré prendre les devants et n'y était pas parvenu. « Depuis combien de temps me le sais-tu? » demanda-t-elle. « 2 jours. Tu allais me le dire. »« Aujourd'hui, dit-il. J'allais te le dire aujourd'hui. » Elle regarda le paddock. « Il va rendre impossible de rester ici, dit-elle. Pas d'un ton accusateur, juste factuel. Tu comprends ça? Que l'histoire soit vraie ou non n'a pas d'importance. Dans une ville comme Willow Creek, il suffit qu'elle existe. Je le sais. Alors, je dois réfléchir à Anna. » Il se tourna pour lui faire face complètement. Sa mâchoire était serrée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Pas l'immobilité posée à laquelle elle était habituée, mais quelque chose de plus dur. Quelque chose qui avait pris une décision. Je ne vais pas laisser un employé de ranch renvoyé et mal intentionné décider de ce qui vous arrive, à vous et à vos garçons. Je ne suis pas prêt à faire ça. Elle le regarda. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement? » dit-elle. Il enleva son chapeau, le tourna une fois dans ses mains, puis il la regarda avec ses yeux directs et burinés et dit quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. « Ça veut dire que j'ai réfléchi, dit-il, à ce à quoi pourrait ressembler un arrangement convenable pour vous et les garçons. Quelque chose qui protège votre nom et vous donne une position. » Il s'arrêta, respira une fois. Quelque chose qui mettrait fin aux rumeurs de Dugan parce qu'il n'y aurait plus rien à dire. L'air entre eux devint très calme. Elle comprit ce qu'il demandait sans qu'il le demande. Et elle comprit que le fait qu'il ne l'ait pas encore entièrement demandé, qu'il tournait encore autour, lui laissant de l'espace pour se retirer de la conversation avant qu'elle ne devienne quelque chose auquel elle devrait répondre, était en soi une sorte de réponse sur le genre d'homme qu'il était. « Monsieur Baxter, dit-elle, je sais que c'est rapide, dit-il immédiatement. Je le sais, je ne vous demande pas de ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas. Je vous demande de considérer si cela pourrait... Vous me connaissez à peine, dit-elle, j'en sais assez. Vous savez que j'ai 3 fils, un mari décédé, et 4 $ et 30 cents est mon nom. Je sais que votre fils aîné défendra sa famille au pied levé, dit-il doucement. Je sais que votre plus jeune a nommé un chat capitaine et l'a pris au sérieux. Je sais que vous avez travaillé ce potager jusqu'à ce que vos mains saignent la semaine dernière et que vous n'en avez rien dit à personne. Je sais que vous regardez vos garçons comme s'ils étaient la chose la plus réelle au monde. Une pause. J'en sais assez. Elle le fixa. Son cœur faisait quelque chose pour lequel elle ne lui avait absolument pas donné la permission. « Je ne suis pas une femme simple, dit-elle. J'ai des opinions, je les garde et je n'arrête pas de les avoir juste parce que quelqu'un me le demande gentiment. Je le sais aussi, mes fils passent avant tout. Avant tout, Monsieur Baxter, toujours. Je ne voudrais pas qu'il en soit autrement. » Elle se détourna de lui, posa les mains sur la lisse de la clôture et regarda le paddock, les chevaux et la longue étendue d'herbe d'été vert doré. Et elle respira, et elle pensa à ce sur quoi elle se tenait. Il y a 6 semaines, elle se tenait sur la vie de Thomas, la vie qu'il avait construite pour eux, le nom, la petite maison, le plan. Et puis la piste l'avait pris, le plan s'était effondré, Roy avait fermé sa porte, et elle s'était tenue devant un étranger dans une rue poussiéreuse en se disant qu'elle ne faisait que gagner du temps. Elle baissa les yeux sur ses mains, les ampoules du jardin encore roses et tendres. Des mains honnêtes, des mains travailleuses, les siennes. Elle pensa au dîner du dimanche, à la chaleur de Margaret Garrity, au rire de Hal et au fait que le docteur Marsh avait fait parler Eli. Elle pensa à Bess disant que ce jardin attendait quelqu'un. Elle pensa à un homme qui avait passé une journée à retourner la terre pour quelqu'un qu'il n'avait pas encore rencontré. «
Je ne dis pas oui, dit-elle. Il attendit. Je dis que je vais y réfléchir. Quelque chose bougea en lui. Elle pouvait le voir. Une lente expiration. Une fraction de centimètre de moins sur ses épaules. C'est assez, dit-il. Elle se détacha de la clôture, ramassa son seau et retourna vers la cabane sans se retourner. Mais elle était consciente, précisément, inévitablement consciente, qu'elle réfléchissait déjà. Et elle était consciente que ce à quoi elle réfléchissait ne ressemblait pas entièrement à du chagrin, ni entièrement à de la peur, et ressemblait de manière troublante et dangereuse à quelque chose qu'elle pourrait, si elle se le permettait, appeler autre chose. Elle arriva à la porte de la cabane. Élie était assis sur la marche. Il regarda son visage. Il y lut quelque chose qu'elle n'avait pas eu l'intention de laisser paraître. « Maman, dit-il prudemment. « Ça va ?» Elle regarda son fils, ce garçon avec la mâchoire de Thomas et sa propre intelligence féroce et particulière. Les 6 semaines les plus difficiles de sa vie écrites quelque part derrière ses yeux. « Je ne sais pas encore, dit-elle honnêtement. Il hocha la tête comme si c'était une réponse acceptable. Elle entra, posa le seau et se tint au milieu de la cabane propre qu'elle avait récurée de ses propres mains. Et elle comprit lentement, comme la compréhension vient quand on l'a combattu, que le sol sous ses pieds avait bougé au cours de la dernière demi-heure. Et elle n'était pas tombée. C'était la partie à laquelle elle revenait sans cesse. Elle n'était pas tombée. Elle y pensa pendant 3 jours et ne dormit bien aucun d'entre eux. Non pas parce que la réponse n'était pas claire. C'était ça le problème. La réponse devenait plus claire d'heure en heure, et la clarté l'effrayait plus que l'incertitude ne l'avait fait. L'incertitude, elle savait comment la porter. L'incertitude était la condition dans laquelle elle vivait depuis 6 semaines, et elle avait développé une sorte de tolérance pour elle. Comme on développe une tolérance pour le mauvais temps. On continue juste d'avancer. On garde la tête baissée et les mains occupées, et on ne regardait pas trop loin devant. Mais c'était différent. Cela exigeait de regarder devant. Cela exigeait de s'arrêter, de regarder quelque chose et de décider si l'on voulait s'en approcher. Elle planta la 2e rangée de haricots le premier jour et se dit qu'elle réfléchissait. Elle raccommoda 2 des chemises de Sam le 2e jour et se dit qu'elle réfléchissait encore. Le 3e matin, elle se réveilla avant les garçons, s'allongea dans le gris de l'aube, fixa le plafond et comprit qu'elle avait déjà décidé et qu'elle attendait simplement de se l'admettre. Le petit déjeuner fut comme d'habitude. Bess, les employés et le bruit confortable particulier d'un matin de ranch en activité. Dawson mangea, dit ce qu'il avait à dire et ne l'envahit pas. Il n'avait pas redemandé, n'avait pas insisté, n'avait rien fait en 3 jours, sauf être exactement ce qu'il avait été depuis le premier matin. Présent, stable, remarquable dans sa gentillesse. Ce qui était en soi une sorte d'argument, et elle soupçonnait qu'il le savait. Elle aidait Bess à débarrasser les assiettes quand Margaret Garrity arriva. Une visite inattendue. Bess ne cilla pas, ce qui signifiait que ce n'était pas entièrement inattendu pour elle. Et Hannah nota cela pour plus tard alors qu'elle dénouait son tablier. Margaret entra, son chapeau à la main, avec cette manière chaleureuse et directe qui était la sienne, et dit « J'espère que je ne dérange pas. J'espérais vous parler, Hannah, si vous avez quelques minutes. » Elles s'assirent sur les marches du porche dans la chaleur du matin avec 2 tasses de café, et Margaret ne perdit pas de temps. « Je vais être franche, dit Margaret. J'étais à Willow Creek hier pour des provisions. J'ai entendu ce que Frank Dugan a dit. » Elle enroula ses 2 mains autour de sa tasse. « Je veux que vous sachiez que c'est moche, que ça se propage, et j'ai pensé que vous méritiez de l'entendre de quelqu'un qui est de votre côté plutôt que du vent. » Anna regarda son café. « Je le savais déjà. Je sais que vous le saviez. Cleet a dit à Hal qu'il vous l'avait dit. » Elle fit une pause. « Ce que je veux que vous sachiez, c'est que Roy Caldwell n'aide pas la situation. Cela la fit s'immobiliser. Que veux-tu dire? Roy Caldwell est dans cette ville tous les jours. Il parle aux gens et il ne défend pas votre nom. » La voix de Margaret était prudente, mais ses yeux ne l'étaient pas. Il ne répète pas les rumeurs de Dugan. Il ne les contredit tout simplement pas. Et dans une ville de cette taille, cela revient au même. Anna posa sa tasse sur la marche entre elles. Son beau-frère, le sang de son mari décédé. Il n'attisait pas le feu, il refusait simplement de l'éteindre. « Bien sûr qu'il le fait, dit-elle doucement. Hannah, non, elle secoua la tête une fois. Je ne suis pas surprise. J'aurais dû m'y préparer.
Roy a tout intérêt à me laisser échouer. Si j'échoue assez lamentablement, il pourra se dire qu'il a eu raison de ne pas m'aider. Elle regarda de l'autre côté de la cour. C'est plus facile de vivre avec cette décision de cette façon. Margaret l'étudia. Vous êtes remarquablement calme à ce sujet. Je ne suis pas calme. Je suis pratique. Elle reprit la tasse. Quelle est la situation exactement? À quel point est-ce grave? Margaret hésita. À ce point, dit Hannah. Les gens bien ne le répètent pas. Les Garrity ne le font pas. Les Yanzi non plus. Le docteur Marsh non plus. Mais il y a des gens dans cette ville qui aiment avoir quelque chose à raconter plus qu'ils ne se soucient de savoir si c'est vrai. Elle regarda ses mains. Et Dugan c'est un genre d'homme particulier. Il ne se contente pas de dire des choses. Il les place là où elles prendront racine. Anna pensa à ses garçons, à Ellie, qui entendrait des choses sur la route, à Sam, qui portait ses sentiments sur son visage, à Tommy, qui avait 5 ans et avait déjà été effrayé par un homme sur cette propriété et n'avait pas besoin que le monde commence à lui paraître ainsi. « Je dois parler à Dawson, dit-elle. Margaret la regarda avec une expression qui contenait plus d'informations qu'elle n'en révélait. « Oui, dit-elle, je pense que vous le devriez probablement. » Elle le trouva à la grange. Il se redressa quand il l'entendit entrer. La façon dont un homme se redresse quand il attend quelque chose sans s'admettre qu'il l'attende. « Tu as entendu que Margaret était là? » dit-elle. « Bess me l'a dit. Alors tu peux deviner pourquoi elle est venue. » Il posa le harnais sur lequel il travaillait. « À quel point est-ce grave? » « Assez grave. » Elle le regarda droit dans les yeux. Roy laisse faire. Quelque chose bougea dans sa mâchoire. « Je vois. Je ne pense pas que tu vois entièrement. » Elle prit une inspiration. « Ce n'est pas seulement mon nom, Dawson. C'est ce ranch. Si les gens croient ce que Dugan dit, l'histoire est que tu as amené une femme de mœurs légères sur ta propriété. Cela rejaillit sur toi, sur tes employés, sur quiconque fait des affaires avec Silver Creek. » Elle soutint son regard. « Tu devrais connaître tout le poids de ce que tu portes avant de décider comment tu veux le gérer. » Il la regarda pendant un long moment. « Tu es venu ici pour me donner une porte de sortie, dit-il. Je suis venu ici pour être honnête avec toi. La partie honnête, j'apprécie. » Sa voix était calme et plate d'une manière qu'elle apprenait à reconnaître comme signifiant qu'il tenait quelque chose fermement. « La partie où tu me tends la porte, ça, je n'en ai pas besoin. » Dawson. Non, il fit un pas en avant, sans l'envahir, juste en réduisant la distance pour qu'il n'y ait plus rien de désinvolte dans la conversation. Pour qu'ils soient toutes les deux pleinement dedans. Je t'ai dit que je ne laisserai pas Dugan décider de ce qui vous arrive, à toi et à tes garçons. Cela n'a pas changé parce qu'il est allé en ville et a ouvert sa grande bouche. Cela ne changera pas. Pourquoi? Dit-elle. Donne-moi une vraie réponse. Pas la réponse décente. La vraie. Il resta silencieux. Elle le regarda décidée. Parce qu'il y a 3 semaines, tu te tenais devant un pasteur qui te proposait de t'expédier à 80 miles d'ici, dit-il. Et tu l'as regardé droit dans les yeux. Tu as dit non, tu as pris ton bout de la malle et tu es parti. Et chaque personne dans cette ville a vu un problème à résoudre ou un fardeau à éviter. Il ne détourna pas le regard. J'ai vu quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Cela n'expire pas parce qu'un employé renvoyé a une rancune. Elle ne s'était pas attendue à ça. Elle s'était préparée à quelque chose de pratique, un argument sur la décence, la logistique ou la chose raisonnable à faire. Elle ne s'était pas préparée à quelqu'un qui valait la peine d'être connu, dit simplement, sans fioriture, comme un fait. « J'ai réfléchi, dit-elle quand elle fut sûre que sa voix sortirait stable, à ce que tu as dit près de la clôture. » Il attendit. Je pense, elle s'arrêta, recommença. Je veux que tu saches que je comprends la différence entre ce qui est logique et ce qui est réel. Ce qui est logique, c'est ce que tu as proposé. Ça résout le problème. Ça protège mon nom, ça met fin aux rumeurs de Dugan et ça donne une position à mes garçons. Elle le regarda. Mais je ne suis pas une femme qui se marie pour ce qui est logique. J'ai eu 11 ans d'un mariage qui était réel. Pas parfait, pas facile, mais réel. Et je ne peux pas. Sa voix s'amincit sur la fin, et elle la refoula. Je ne peux pas offrir moins que ça à un homme et appeler ça de l'honnêteté. L'expression de Dawson avait changé pour quelque chose qu'elle n'avait pas encore vu sur son visage. Plus douce, plus ouverte, comme une porte qui était restée presque fermée pendant longtemps venait de bouger d'une fraction. « Je ne demande pas moins que ça, dit-il.
Tu ne me connais pas encore assez bien pour demander plus. Non, acquiesça-t-il. Je ne te connais pas assez, un temps, mais j'en sais assez pour vouloir le faire. Elle le fixa. C'est la vraie réponse, dit-il. C'est celle que tu as demandée. La grange était très silencieuse autour d'eux. Quelque part dehors, Sam parlait à la jument alezane avec le murmure bas particulier qu'il utilisait avec les animaux. Capitaine le chat apparut de quelque part dans le grenier, s'étira magnifiquement et disparut à nouveau. Tout cela semblait très lointain. « J'ai besoin de temps, dit-elle. Tu l'as. J'ai besoin de savoir que mes fils sont d'accord. »« C'est juste, dit-il immédiatement. C'est important et j'ai besoin de sentir que je me tiens sur quelque chose de réel avant d'avancer. Pas de tomber dans quelque chose, de me tenir debout. » Elle entendit la tension dans sa propre voix et ne s'en excusa pas. « Je tombe depuis 6 semaines, Dawson. Je suis fatigué de tomber. » Il tendit la main lentement, prudemment, lui donnant toutes les occasions de reculer, et posa sa main sur la sienne là où elle reposait sur la porte du box, sans serrer, juste couvrant, juste présent. « Je sais, dit-il. Je le vois. » Elle baissa les yeux sur sa main, puis les releva sur son visage. « Donne-moi un peu plus de temps, dit-elle. »« Très bien. » Elle recula. Il la laissa faire. Il la laissait toujours faire. Elle sortit de la grange, affronta la pleine force du matin d'été, leva le visage vers le ciel et respira. La crise éclata un jeudi. C'est Ella qui le lui dit, courant depuis la route, la mâchoire si serrée qu'elle crut que quelque chose s'était passé au ranch. Mais il s'arrêta devant elle, à bout de souffle, et dit « Roy Caldwell est en ville. Il a convoqué une réunion publique. » Elle se sentit glacée. Quel genre de réunion? Le genre où l'on discute de si tu devrais être ici? Il la regarda avec les yeux de Thomas, féroce et direct. Ils disent que le ranch n'est pas un endroit pour une veuve avec des enfants. Ils disent que ce n'est pas convenable. Pete l'a entendu du garçon du magasin de fourrage et est revenu pour le dire à Cleet. Il attrapa son poignet. « Maman, ils vont essayer de te faire partir. » Elle pensa à 5 secondes de bruit blanc. Puis elle pensa à Capitaine au dîner du dimanche, aux haricots du côté est du jardin, et à la main de Dawson sur la sienne, ne serrant pas, juste là. « Où est Dawson? » dit-elle. Cleet le lui a déjà dit. « Il est en train de seller son cheval, alors moi aussi. » Eli la fixa. « Tu vas en ville? Je ne vais pas rester assise dans cette cabane pendant que des hommes que je n'ai jamais rencontrés dessinent de ma vie, » dit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. « Va chercher Sam et Tommy et amène-les à Bess. Dis-lui de les garder à la maison. »« Maman! » Eli les croisa son regard. « J'ai besoin que tu me fasses confiance. » Un temps, puis il hocha la tête une fois, fermement, et courut. Dawson était déjà près du cheval quand elle sortit de la cabane dans sa bonne robe. Pas sa meilleure, sa bonne. La robe en laine grise qu'elle avait gardée pressée au fond de la malle, parce que certaines choses, on les garde pour quand elles comptent. Il lui jeta un regard et ne dit rien sur la robe. « Tu n'es pas obligé de venir, dit-il. »« Si, je le suis. » Une pause. Il lut son visage et n'argumenta pas. « Cleet vient, dit-il, et Hal Garrity. » Margaret a envoyé un mot. « Les Garrity viennent en ville pour moi. »« Pour ce qui est juste, dit Dawson, ce qui t'inclut. » Quelque chose dans sa poitrine fit cette chose qu'il faisait avec une régularité croissante depuis 2 semaines. Ce relâchement, cet adoucissement involontaire qu'elle ne pouvait plus entièrement contrôler. Elle mit le pied dans l'étrier et se hissa en selle sans aide. Et Dawson la regarda faire et ne dit toujours rien. Et elle pensa que le sang-froid de cet homme pourrait être l'une des choses les plus agaçantes et les plus réconfortantes qu'elle ait jamais rencontrées. Ils entrèrent dans Willow Creek avec Cleet d'un côté et Hal Garrity de l'autre. Ce dernier avait apparemment chevauché très vite et était arrivé avec une haute couleur au visage qui suggérait de forts sentiments. La réunion avait lieu dans la salle de l'église. Pas une réunion d'église apparemment, juste le bâtiment, ce qui semblait mettre le pasteur Hall mal à l'aise quand ils franchirent la porte. Il y avait peut-être 30 personnes. Elle reconnut des visages. Jim Purvis et sa femme, Adeline Delroy, une douzaine d'autres qu'elle avait vus à l'église ou dans la rue au fil des ans passés dans le comté. Et à l'avant de la salle, debout avec la satisfaction particulière d'un homme qui croyait avoir orchestré quelque chose, se tenait Roy Caldwell. Il la vit entrer. Quoi qu'il ait attendu, l'absence probablement, ou du moins l'hésitation, ce n'était pas ce qu'il obtint. Elle marcha droit dans l'allée centrale,
Ce teint-là où tout le monde pouvait l'avoir et dit assez clairement pour toute la salle. Je comprends qu'il y ait des préoccupations. J'aimerais les entendre directement. La salle s'agita. Roy se reprit le premier. Hannah. Sa voix était douce, la voix d'un homme jouant la raison. Nous ne sommes pas ici pour t'attaquer. Nous sommes préoccupés par... Par quoi? Dit-elle. Dis-le clairement. Je resterai ici toute la journée si tu as besoin de temps. Les yeux de Roy se tournèrent vers Dawson, debout derrière elle. Quelque chose se serra dans son expression. Ce n'est pas convenable, dit-il. Une femme seule sur la propriété d'un homme seul. Les gens parlent parce que Frank Dugan s'est assuré qu'ils aient quelque chose à dire, dit-elle. Un homme que tu connais, Roy. Un homme que tu n'as pas contredit. Il serait dit. J'ai 3 fils, dit-elle, s'adressant à la salle maintenant, pas seulement à Roy. Je n'avais nulle part où aller il y a 6 semaines parce que la seule famille que mon mari m'avait laissée se tenait à cette porte. Elle ne pointa pas du doigt, ce n'était pas nécessaire. La salle savait. Et il m'a renvoyé. J'ai trouvé du travail, un abri et de la décence au ranch de Silver Creek. Et maintenant, la même communauté qui n'avait ni chambre, ni mot gentil pour moi à l'époque veut donner son avis sur la suffisance de ma décence. Elle regarda de visage en visage. J'aimerais vraiment savoir ce que vous auriez voulu que je fasse à la place. Silence. Jim Purvis regarda le sol. Ellen Delroy trouva quelque chose d'intéressant à examiner sur le mur. Hal Garrity, qui se tenait à l'arrière, les bras croisés et sa grosse moustache hérissée, dit à voix haute. « C'est une bonne question. Quelqu'un a une réponse? » Personne n'en avait. Roy essaya de nouveau. « Ce n'est pas une question de blâme, Hannah. C'est une question de ce qui est convenable. Et ce qui est convenable, c'est ce qui est convenable, dit Dawson. La salle se tourna. Il n'avait pas bougé de l'endroit où il se tenait. Il n'en avait pas besoin. Sa voix, aussi calme soit-elle, avait une qualité qui attirait l'attention comme une note basse attire l'oreille. « Ce qui est convenable, répéta-t-il, c'est que nous avons fini d'avoir cette conversation. » Il regarda Roy. « Parce qu'il n'y a rien d'inconvenant à discuter. Hannah Caldwell a accepté ma demande en mariage. Elle et ses garçons seront au ranch de Silver Creek parce que c'est leur maison. Si quelqu'un dans cette salle a une objection à cela, il peut me la présenter directement. » La salle devint absolument silencieuse. Hannah sentit l'air quitter ses poumons. Elle se tourna pour le regarder. Il la regardait déjà. Pas triomphant, même pas certain. Ses yeux contenaient une question. La même question qui avait vécu près de la clôture, à la grange, à la table du petit déjeuner. Et par-dessus, à peine visible si l'on savait où regarder, quelque chose qui ressemblait de très près à de la peur. La peur d'un homme qui avait dit quelque chose d'irréversible et attendait de savoir s'il avait bien fait. Elle comprit ce qu'il avait fait. Il avait agi sans sa réponse parce qu'il avait besoin de la couvrir. Il avait pris la décision entre ses propres mains dans la seule pièce où cela comptait. Là où les rumeurs de Dugan mouraient parce qu'il n'y aurait plus rien pour les nourrir. Elle pouvait le contredire. Elle pouvait se lever dans cette salle, dire que ce n'était pas vrai et laisser tout s'effondrer. Elle regarda son visage, la peur silencieuse qu'il s'efforçait de contenir. Elle regarda Roy Caldwell, dont l'expression était passée de douce à quelque chose de considérablement moins confortable. Elle regarda Margaret Garrity au fond de la salle, dont les yeux brillaient et dont la bouche était figée dans une ligne particulièrement satisfaite. Elle se retourna vers la salle. « C'est exact, dit-elle. Sa voix était stable. J'ai accepté. » Le son qui traversa la salle fut celui de 30 personnes se recalibrant en même temps. Roy la regarda comme un homme qui réalise que le sol sur lequel il se tenait a bougé et qu'il ne l'a pas senti partir. « Eh bien, dit Hal de l'arrière avec la satisfaction d'un homme qui avait chevauché vite pour quelque chose et avait trouvé que cela en valait la peine. Il me semble qu'il n'y a plus rien à discuter. Bess fait de la tarte dimanche, Dawson. » La tension se brisa. Pas d'un coup, pas nettement, mais elle se brisa. Des morceaux s'en allèrent. Les gens se tournèrent vers leurs voisins. Le bourdonnement particulier d'une salle qui a été désamorcée, retournant à quelque chose d'ordinaire. Roy ne parla plus. Il la regarda simplement, et dans ses yeux, elle vit non pas du regret exactement, mais une sorte de reconnaissance spécifique. Le regard d'un homme qui comprenait enfin ce qu'il avait jeté. Elle ne s'y attarda pas. Elle n'en avait pas besoin. Dehors, Dawson la trouva près des chevaux.
Elle vérifiait la sangle de sa selle parce qu'elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. Hannah. Elle se tourna. Il se tenait à un pas, son chapeau à la main. Je te dois une explication, dit-il. J'ai agi sans ta réponse. Je n'aurais pas dû faire ça sans... Tu m'as couverte, dit-elle. Ce n'était pas juste de la stratégie. Sa mâchoire était tendue par quelque chose. Je le pensais, chaque mot. Il la regarda directement. Mais je n'aurais pas dû le dire là-dedans en premier. J'aurais dû te le demander correctement. C'était mal de ma part. Elle le regarda pendant un long moment silencieux. Puis elle dit, « Demande-moi maintenant. » Il devint très immobile. Quelque chose traversa son visage, lentement, prudemment. Comme la lumière du jour entre dans une pièce qui a été sombre pendant longtemps. « Hannah Caldwell, dit-il assez doucement pour qu'elle seule l'entende. Me ferais-tu l'honneur de devenir ma femme? Pas pour Dougan, pas pour ça et pour moi. Elle y avait pensé pendant 3 jours. Elle l'avait retourné dans tous les sens, l'avait confronté à tout ce qu'elle savait d'elle-même, de ses fils, de ce qui était réel et de ce qui comptait. Elle avait essayé d'être pratique et avait découvert qu'elle ne pouvait pas l'être entièrement. Car quelque part au cours des 3 dernières semaines, Dawson Baxter avait franchi ses défenses sans même essayer. Et le sol sous ses pieds lui semblait, pour la première fois en 6 semaines, quelque chose sur lequel elle pouvait réellement se tenir. Oui, dit-elle, pas parce que c'était logique, parce que c'était réel. Il expira lentement, complètement, et elle vit la dernière de cette peur contenue le quitter, comme le temps qui passe. Il leva la main et toucha le bord de son chapeau, le même geste qu'elle avait vu le premier jour de leur rencontre dans cette rue poussiéreuse. Et il lui vint à l'esprit qu'il était un homme qui gardait ses habitudes, même quand il était ému. Et elle découvrit qu'elle aimait ça chez lui. « On devrait rentrer, » dit-elle. « Tommy se sera inquiété jusqu'à en être malade. »« Hal aura adopté un autre animal d'ici là, » dit Dawson. Elle rit, le rire sortit soudain et réel, et elle mit la main sur sa bouche, surprise par le son, par la réalisation qu'elle avait ri, vraiment ri. Un rire net, spontané, sans avoir à le fabriquer. Il la regardait avec cette expression calme et attentive. « Il n'y avait pas eu grand-chose à rire, » dit-elle en guise d'explication. « Non, » acquiesça-t-il, « il n'y en a pas eu. » Elle baissa la main, le regarda. « Merci, dit-elle, pour la cabane, pour le jardin, pour Capitaine. » Elle s'arrêta, pour ne pas avoir eu besoin que je sois reconnaissante. « Tu as déjà remboursé ça, » dit-il 10 fois. Elle mit le pied dans l'étrier et se hissa en selle. Dawson monta à côté d'elle, et Cleet et Hal se mirent en derrière. Et ils quittèrent Willow Creek par la route du nord, sous le soleil plat et brillant de l'été. Elle ne se retourna pas vers la ville. Elle garda les yeux sur la route devant elle. Sur la poussière, l'herbe d'été et la longue ligne ininterrompue de clôture qui signifiait Silver Creek, qui signifiait le jardin, la cabane, Bess, Capitaine et ses garçons. Tout cela l'attendait. Tout cela, elle se permit de penser au mot « maison ». Quand le ranch apparut, Tommy était debout sur la clôture du paddock, défiant environ 4 règles distinctes sur la station debout sur les clôtures de paddock. Il se protégeait les yeux d'une main, regardant la route. Dès qu'il l'aperçut, il poussa ce son, cette note pure et simple de soulagement, et se lança de la clôture d'une manière qui fit que Bess, debout à 3 mètres derrière lui, porta une main à son cœur. Anna descendit de son cheval avant qu'il ne s'arrête complètement. Tommy la percuta quelque part vers les côtes, et elle le rattrapa et le serra fort. Et il dit dans son épaule, d'une voix féroce et étouffée, « Tu es parti longtemps. »« Je sais, bébé. Je suis désolé. Est-ce que tout va bien? » Elle pressa son visage dans ses cheveux. « Tout, dit-elle, va bien se passer. » Par-dessus l'épaule de Tommy, elle vit Eli debout à la porte de la cabane. Il regarda son visage, puis passa d'elle à Dawson, qui descendait de cheval près de la clôture. Et quelque chose traversa son expression. Quelque chose d'assez vieux pour être de la reconnaissance, d'assez jeune pour être du soulagement, et d'assez compliqué pour être les deux à la fois. Il ne dit rien, elle non plus. Mais quand elle se dirigea vers la cabane avec Tommy toujours attaché à son côté et Sam commentant à 3 pas de là, Eli se mit à marcher à côté d'elle et posa brièvement sa main contre son bras. Le même geste que Thomas utilisait, le contact qui signifiait « Je suis là, je te vois, tout va bien ». Puis il lâcha prise et marcha devant, car il avait 11 ans et il avait sa dignité.
Elle s'arrêta de marcher juste une seconde, laissa tout cela la traverser. Le poids total de tout. Le chagrin, la peur, les 6 longues et terribles semaines, et ce jour, et ce qu'elle avait dit sur la route. Laissa tout cela s'installer. Puis elle avança dans la chaleur de fin d'après-midi du ranch de Silver Creek, vers ses fils et la cabane qu'elle avait nettoyée de ses propres mains. Et elle pensa à ce que signifiait arrêter de tomber. Cela signifiait atterrir quelque part. Cela signifiait ceci. La nouvelle se répandit avant qu'Anna ait eu le temps de réfléchir à la manière dont elle voulait qu'elle se répande. C'était la nature des petites communautés de l'Ouest. Les nouvelles voyageaient plus vite que les chevaux et arrivaient avec plus d'embellissements qu'elles n'en avaient au départ. Le samedi matin, les fiançailles étaient le principal sujet de conversation au magasin de fourrage, chez le barbier, et à au moins 2 tables de cuisine que Clete connaissait personnellement. Il rapporta cela au petit déjeuner avec la neutralité prudente d'un homme livrant une information dont il n'était pas certain qu'elle serait la bienvenue. Hannah la reçut avec un hochement de tête et attrapa les biscuits. Dawson ne dit rien. Bess remplit le café de tout le monde avec l'efficacité sereine d'une femme qui savait que cela allait arriver bien avant que quiconque ait eu le bon sens de le voir. Ce qu'Hannah n'avait pas anticipé, ce à quoi elle ne s'était pas autorisée à penser dans les 48 heures qui avaient suivi la réunion à l'église, car elle avait été trop occupée à gérer les réalités pratiques de sa propre décision, c'était comment ces garçons le prendraient. Sam, elle ne s'en inquiétait pas. Sam avait effectivement adopté Dawson vers le 4e jour, quand Dawson avait passé 20 minutes à expliquer la différence entre un quarter horse et un paint à un enfant de 8 ans qui posait des questions de plus en plus précises. La vie émotionnelle de Sam était en général assez lisible. Il voulait ce qu'il voulait, il le disait, et il passait à autre chose. Tommy n'avait pas d'opinion sur le mariage en général, mais il avait des opinions très arrêtées sur le fait de savoir si Capitaine le chat vivrait toujours dans la grange après. Et une fois que Dawson le confirma avec un visage impassible et un sérieux complet, Tommy déclara l'arrangement satisfaisant et retourna à son petit déjeuner. C'était Eli qu'elle observait. Eli n'avait rien dit depuis la réunion à l'église, ni sur la demande en mariage, ni sur ce qu'Anna avait dit dans cette salle, ni sur rien de tout cela. Il avait été présent à chaque repas, avait répondu quand on lui parlait, avait fait son travail. Mais cette chose prudente et privée qu'il faisait avec son visage s'était érigée comme un mur, et elle ne pouvait pas voir au-delà. Et c'était la seule chose qui pesait sur sa poitrine comme une note non résolue. Elle trouva son moment le samedi après-midi. Il était près de la clôture du paddock, seul. Il ne regardait pas les chevaux, il était juste là, debout. C'est ainsi qu'elle sut qu'il réfléchissait à quelque chose. Elle s'appuya sur la clôture à côté de lui. Elle ne commença par rien, resta juste là avec lui, comme elle l'avait fait quand il était petit et effrayé et avait plus besoin de quelqu'un de présent que de quelqu'un qui parle. 2 minutes passèrent. « Tu aurais pu me demander d'abord, dit-il. »« Tu as raison, dit-elle. J'aurais pu. » Il se tourna pour la regarder, surpris, pensa-t-elle, qu'elle ait accepté si vite. « Pas sur le fait de le faire ou non, dit-elle, mais sur ce que tu ressentais. J'aurais dû te le demander. » Il regarda de nouveau le paddock. Sa mâchoire travaillait. « Je ne l'aime pas, dit Eli. Je veux que tu saches que ce n'est pas ça. Je sais. C'est juste que... » Il s'arrêta. Ses mains agrippaient la lisse. « Papa est parti depuis 2 mois, maman. » Elle ne parla pas. « 2 mois, répéta-t-il plus doucement. Et je sais que ce n'est pas ça. Je sais que tu ne le remplaces pas. J'ai 11 ans, pas stupide. » Il déglutit difficilement. Mais ça semble rapide et je ne sais pas quoi faire de la rapidité avec laquelle ça semble. Elle se tourna pour lui faire face complètement. « Je sais, dit-elle, c'est rapide. Je ne te dirai pas que ça ne l'est pas. » Elle regarda son visage. « Et je ne te dirai pas que les sentiments que tu as sont faux parce qu'ils ne le sont pas. Ils sont honnêtes, ils ont du sens et tu as le droit de les avoir. » Il la regarda. Ses yeux brillaient d'une manière qu'il s'efforçait de maîtriser. « Mais j'ai besoin que tu m'écoutes sur quelque chose, dit-elle, parce que tu es assez grand et assez honnête et tu mérites la vérité. » Elle soutint son regard. « Ton père était un homme bon. Il nous aimait. Ce que j'avais avec lui était réel, et rien de ce qui se passera ensuite ne changera ce que c'était ou ce que cela signifie. » Elle respira. « Dawson n'est pas Thomas, il n'essaie pas de l'être.
Et ce que je ressens pour lui, ce n'est pas ce que je ressentais quand j'avais 22 ans et que ton père m'a raccompagné de l'église pour la première fois. Elle laissa cela s'installer. C'est différent. C'est plus calme. C'est... Ce sont deux personnes qui ont toutes deux perdu des choses et qui trouvent quelque chose de solide sur quoi se tenir ensemble. Elle fit une pause. C'est réel aussi, Eli. Différent ne veut pas dire moins. Il était très immobile. Est-ce qu'il te rend heureuse? Demanda-t-il. Elle pensa au dîner du dimanche, à quelqu'un qui valait la peine d'être connu, dit simplement. À la main sur la sienne qui ne serrait pas, mais couvrait simplement. Il me donne l'impression de me tenir debout, dit-elle. Après 6 semaines de chute, ce n'est pas une petite chose. Eli regarda les chevaux pendant un long moment, puis il dit d'une voix qui s'efforçait d'être stable. Papa disait que la marque d'un homme bon, c'est s'il fait en sorte que les gens autour de lui se sentent plus en sécurité juste par sa présence. Elle ne parla pas. Dawson fait ça, dit Eli. Je l'ai remarqué avant de vouloir le remarquer. Elle passa son bras autour des épaules de son fils de presque 12 ans, qui devenait trop grand pour ça, et le fit quand même. Et il s'appuya contre elle pendant exactement 3 secondes avant de se redresser et de s'éclaircir la gorge. D'accord, dit-il. D'accord, je suis d'accord avec ça. Il le dit avec la précision qu'il apportait à toutes les questions importantes. Pas parce que je n'ai pas de sentiments à ce sujet, mais parce que je te fais confiance et parce qu'il te traite comme si tu comptais. Il fit une pause. Et parce qu'il ne me parle pas de haut, elle dut se pincer les lèvres très fort. Je lui transmettrai, dit-elle. Il faillit sourire. Ne le fais pas, dit-il. Laisse-le s'en rendre compte lui-même. Quand elle le raconta à Dawson plus tard dans la soirée, pas toute la conversation, juste la partie essentielle, il resta silencieux un moment. Puis il dit, il va devenir un homme remarquable, avec une simplicité qui contenait quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Il l'est déjà, dit-elle. Dawson la regarda. Je sais, dit-il. Je voulais juste dire qu'il n'a pas encore fini. Elle ne s'était pas attendue à ça non plus. Elle découvrait que Dawson Baxter avait une façon de dire des choses auxquelles elle ne s'attendait pas à des intervalles qu'elle ne pouvait pas prédire, et que cela devenait l'une de ses choses préférées chez lui. Elle nota cela aussi. Le mariage fut fixé pour le samedi suivant. Margaret Garrity prit cette information et la transforma en un événement communautaire en environ 48 heures, avec une compétence qu'Anna trouva à la fois écrasante et profondément émouvante. Elle arriva le mardi avec du tissu pour une robe, une laine bleue doux qui était à la fois pratique et, comme le dit Margaret, du bon genre de joli. Et la cuisine de Bess devint un site de production. Anna ne s'était pas attendue à ressentir quoi que ce soit de particulier à propos de la robe. Elle se tenait dans la cuisine de Bess le mercredi matin pendant que Margaret épinglait l'ourlet et que Bess maintenait un commentaire continu depuis le poêle. Elle regarda ses propres mains, les mains rugueuses et honnêtes d'une femme qui avait travaillé dur pendant très longtemps, et elle pensa à la dernière fois qu'elle s'était tenue pour un essayage. Sa robe de mariée pour Thomas. Sa mère épinglant l'ourlet dans une cuisine pas si différente de celle-ci. Elle ne se laissa pas aller trop loin sur cette voie, mais elle se permit de se tenir au bord un moment et de sentir tout le poids de ce que cette journée était. Pas à la place de ce jour-là, pas un remplacement, mais à côté. Une nouvelle page dans la même vie. Arrête de trop penser, dit Bess sans lever les yeux du poêle. Tu fais remonter tes épaules. Je ne pense pas trop. Tu penses avec tout ton corps. Ce qui est vrai, Bess pointa la cuillère. Tiens-toi droite et laisse Margaret travailler. Margaret la regarda avec des yeux chaleureux qui n'exigeaient aucune explication. Elle se tint droite. Roy Caldwell arriva le jeudi. Elle était dans le jardin quand elle entendit le cheval. Elle sut qui c'était avant de se lever. Quelque chose dans la cadence de l'approche, quelque chose de familier et de malvenu. Elle prit son temps pour se lever, épousseta ses genoux et se retourna. Il était assis sur son cheval au bord du jardin, son chapeau à la main, avec le regard particulier d'un homme qui avait répété quelque chose et qui était déjà incertain que cela fonctionnerait. Elle attendit. « J'ai entendu parler du mariage, dit-il. Je serais surprise que tu ne l'aies pas entendu. » Il tourna son chapeau. « Je suis venu pour... » Il s'arrêta. « Je voulais dire quelque chose, Hannah. Alors dis-le. » Il regarda ses mains, le jardin, la cabane derrière elle. Sa mâchoire bougea. « J'ai fait une erreur, dit-il. » Elle le regarda sans expression. « J'étais... » Il s'arrêta de nouveau. Quand Thomas est mort, je me suis dit que ce n'était pas ma responsabilité, que j'avais les miens dont je devais m'inquiéter. Et c'était vrai.
J'ai les miens. Sa voix était plus basse maintenant. La performance douce de la salle de l'église avait disparu. C'était quelque chose de brut. Mais la façon dont je l'ai dit, et puis laisser les rumeurs de Dugan courir sans... Il secoua la tête. Ce n'était pas bien. C'était mal de ma part, et je le sais. Hannah se tenait très immobile dans son jardin. Elle y avait pensé, avait su que cela pourrait arriver, avait imaginé ce qu'elle ressentirait quand cela arriverait. Elle s'était attendue à de la colère peut-être, ou de la satisfaction, ou une combinaison compliquée des deux. Ce qu'elle ressentit en réalité, c'était de l'épuisement, une fatigue profonde avec tout le poids de la situation. Roy, dit-elle, sais-tu ce dont j'avais besoin de toi? Il y a 7 semaines, quand j'ai frappé à ta porte. Il regarda son chapeau. Je n'avais pas besoin d'argent. Je n'avais pas besoin d'une chambre pour toujours. J'avais besoin de 2 mois et d'un peu d'espace pour respirer, et que mes garçons aient leur oncle dans leur vie. Elle garda une voix égale. C'est tout ce que c'était. Et tu as regardé les enfants de ton frère décédés, et tu as décidé que c'était trop gênant. Elle soutint son regard. Je ne vais pas rester là à te dire que je comprends pourquoi, parce que ce n'est pas le cas. J'ai essayé de comprendre, et je n'y arrive pas. Il était très silencieux. Mais je ne vais pas non plus le porter plus longtemps, dit-elle. J'ai trop de choses devant moi pour continuer à traîner le poids de ce que tu as fait ou n'as pas fait. Elle le regarda carrément. Alors, voici ce que je vais faire. Je vais accepter tes excuses parce qu'elles semblent réelles et que tu es venu ici pour les donner, et ce n'est pas rien. Elle fit une pause. Et en retour, je vais te demander une chose. Il leva les yeux. Sois un oncle pour mes garçons, dit-elle. Et Eli, c'est Tommy. Ils ont perdu leur père. Ils n'ont pas besoin d'un remplaçant. Mais ils ont besoin que la famille de leur père les regarde et leur dise « Vous êtes toujours des nôtres. Peux-tu faire ça? » Roy Caldwell n'était pas un homme qui pleurait. Elle en était presque sûre. Mais quelque chose se passa sur son visage à ce moment-là qui s'en approcha suffisamment pour le changer de manière significative. Oui, dit-il, je peux faire ça. Elle hocha la tête une fois. Alors on se voit samedi, dit-elle. Bess prépare assez de nourriture pour tout le comté, à ce qu'il paraît. Il repartit. Elle se retourna vers son jardin, pressa ses 2 mains à plat contre la terre chaude et respira jusqu'à ce qu'elle soit sûre que le tremblement dans sa poitrine se soit calmé. Puis elle continua de travailler. Vendredi soir, elle ne pouvait pas dormir. Elle était allongée dans la cabane qu'elle avait nettoyée de ses propres mains, ses fils dormant autour d'elle. Tommy enroulé comme un point d'interrogation. Sam étalé en étoile et improbable. Eli droit et immobile sur le dos comme il dormait toujours. Et elle fixa le plafond et pensa à demain. Pas avec appréhension, pas exactement avec excitation non plus. Avec quelque chose qui n'était ni l'un ni l'autre. Plutôt comme le sentiment avant de traverser une rivière, quand on a vérifié l'eau 3 fois, qu'on connaît le gué, qu'on a un bon cheval sous soi, et qu'on est au bord et qu'il n'y a plus rien à faire que d'y aller. Elle avait passé sa vie au bord des choses, au bord de quitter la machinée de ses parents pour épouser Thomas, au bord de la première saison de transhumance, 6 semaines seule avec un bébé et une vache laitière, et la foi particulière requise pour croire que l'homme qui revenait était le même que celui qui était parti. Au bord de l'absence de Thomas, permanente et absolue. Le bord sur lequel elle se tenait depuis 2 mois. Ce bord semblait différent. Ce bord avait quelque chose de l'autre côté qu'elle pouvait réellement voir. Elle réfléchissait encore quand elle entendit un bruit dehors. Silencieux, juste le craquement de la marche de la cabane, comme elle craquait quand quelqu'un s'asseyait dessus. Elle attendit, puis elle se leva. Eli était assis sur la marche, les coudes sur les genoux, le visage tourné vers le ciel. Il ne sursauta pas quand elle sortit. Il l'avait entendue de la même manière qu'elle l'avait entendue. « Je n'arrivais pas à dormir, dit-il. Moi non plus. » Elle s'assit à côté de lui. « À quoi penses-tu? » Il resta silencieux un moment. « À papa, dit-il. Pas triste ou pas seulement triste, juste honnête. »« Moi aussi, dit-elle. » Ils restèrent assis avec ça un moment, tous les deux, dans la chaude obscurité de l'été. Au loin, les chevaux bougeaient dans le paddock. Capitaine apparut de nulle part, comme toujours, et s'installa entre eux avec l'air confiant d'un chat qui s'était assigné à cette famille et prenait cette responsabilité au sérieux. Eli tendit de la main et gratta derrière les oreilles de Chuka sans regarder. « Je pense que papa l'aurait aimé, dit-il. » Elle regarda le profil de son fils.
Je le pense aussi, dit-elle. Papa n'avait pas beaucoup de patience pour les hommes malhonnêtes. Il pouvait les lire rapidement. Eli regarda Capitaine. Il aurait lu Dawson rapidement aussi. Il fit une pause. Dans le bon sens, je veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Il leva de nouveau les yeux vers le ciel. As-tu peur? Oui, dit-elle. Il se tourna pour la regarder, surpris de nouveau qu'elle l'ait dit si simplement. De quoi? Demanda-t-il. Elle y réfléchit honnêtement. De faire confiance à quelque chose de nouveau, de me tromper, de... Elle s'arrêta. D'oublier ce que c'était que d'aimer ton père. Elle entendit la fragilité dans sa propre voix et la laissa là. De ne pas oublier et de ce que cela fait à quelque chose de nouveau. Eli resta silencieux un long moment. Je ne pense pas que tu puisses l'oublier, dit-il enfin. Il est trop en nous. Il fit un geste entre lui et la cabane, désignant ses frères, les désignant tous. Tu le verras chaque fois que tu nous regarderas. Ça ne va pas disparaître. Elle passa son bras autour de lui et il s'appuya contre elle, sans la limite habituelle de 3 secondes. Et ils restèrent assis ensemble sur la marche de la cabane, regardant le ciel nocturne de l'été. Et Hannah se permit de pleurer et d'espérer en même temps, ce qui était la seule façon honnête qu'elle connaissait de faire l'un ou l'autre. Samedi arriva, clair et doré. Le mariage eut lieu à l'église parce que le pasteur Hull, qui semblait être parvenu à une véritable prise de conscience personnelle sur la façon dont il avait géré les choses, avait offert l'espace avec quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la pénitence. Hannah l'avait accepté sans cérémonie. Elle s'habilla avec l'aide solennelle de Bess, Margaret et Eli. Tommy essayait constamment d'aider et était constamment redirigé, et elle se tint dans la robe de laine bleue, se regarda dans le petit miroir de Bess et pensa « Te voilà, pas la femme qu'elle avait été 2 mois auparavant. Plus la femme de Thomas, pas la veuve sur le porche de Roy, pas la femme avec 4 $ et 30 cents se tenant à 2 mains. Quelqu'un de plus loin sur la route que toutes ces femmes. Quelqu'un qui traverserait chaque porte qui se fermait derrière elle et continuerait d'avancer. Tu es magnifique, dit Margaret, avec la certitude pragmatique d'une femme qui ne disait pas des choses qu'elle ne pensait pas. Arrête, dit Hannah. Je ne retire pas ce que j'ai dit Margaret en épinglant le dernier bouton. L'église était pleine. Pas bondée, mais presque. Al Garrity au premier rang, comme s'il avait personnellement organisé tout l'événement, ce qu'il avait plus ou moins fait. Les frères Yancey, propres et mal à l'aise dans leurs belles chemises. Le docteur Marsh, Cleet, Pete et Cal, récurés et repassés. Des voisins qu'Hannah avait rencontrés une fois. Des voisins qu'elle n'avait pas encore rencontrés. Des visages qu'elle reconnaissait de la ville et des visages qu'elle ne reconnaissait pas. Elle entra au bras d'Élie. Elle le lui avait demandé. Il était devenu très immobile quand elle l'avait demandé. Et puis il avait dit oui d'une voix qui faisait un grand effort pour rester stable. Il la conduisit jusqu'à l'hôtel, le menton haut, la mâchoire serrée et les yeux de Thomas regardant droit devant. Et elle pouvait sentir l'effort que cela lui coûtait et la fierté en dessous. Et elle lui était si reconnaissante qu'elle ne pouvait pas tout contenir en même temps. Dawson était à l'avant de l'église. Il se tourna quand elle entra. Elle avait vu Dawson Baxter dans toutes les configurations ordinaires d'une journée de travail. Elle l'avait vu fatigué, délibéré, silencieux, et une fois, brièvement et complètement furieux au nom de son plus jeune fils. Elle avait vu son visage à la lumière du matin, à la lumière du feu, et à la lumière dure et plate d'un après-midi d'été. Elle n'avait pas vu ça. Il la regarda comme un homme regarde quelque chose qu'il n'était pas certain d'obtenir. Pas possessif, rien de tel. La façon dont un homme regarde quand quelque chose qu'il avait cessé de se permettre d'espérer franchit une porte. Elle ne pleura pas, mais ce fut de justesse. Elle atteignit l'avant de l'église et Eli mit sa main dans celle de Dawson, soigneusement, formellement, comme il s'était probablement entraîné. Puis il recula pour se tenir à côté de Sam et Tommy. Sam vibrait d'une excitation contenue. Tommy avait Capitaine dans ses bras, ce qui n'était pas un comportement de mariage canonique, mais Hannah avait décidé de laisser passer car certaines batailles ne valaient pas la peine d'être menées. Et honnêtement, le chat semblait mieux se comporter que la moitié de la congrégation. Dawson baissa les yeux sur sa main et la sienne, puis il regarda son visage. « Tu es venu, dit-il, assez bas pour qu'elle seule l'entende. « Tu es surpris, dit-elle. « Non, dit-il, juste reconnaissant. » Le pasteur Hall commença. Elle entendit les mots.
Elle avait entendu ces mots auparavant dans cette même église, dans une robe différente, avec la main d'un autre homme tenant la sienne, et elle les laissa entrer et signifier ce qu'ils signifiaient. Pas à la place d'avant, à côté, les deux choses vraies, les deux choses réelles. Quand ce fut son tour, elle dit « Oui, je le veux ». Assez clairement pour que Hal Garrity hoche la tête une fois depuis le premier rang, comme s'il le ratifiait personnellement. Quand ce fut le tour de Dawson, il le dit avec une certitude calme et totale qui n'avait rien de performatif. Juste un homme disant la chose la plus vraie qu'il savait. Quand le pasteur Hall dit « Vous pouvez », Dawson prit son visage entre ses deux mains, les mains burinées et prudentes d'un homme qui avait construit quelque chose à partir de rien et savait comment traiter ce qu'il appréciait. Et il l'embrassa une fois, doucement, et elle posa sa main contre sa poitrine et sentit son cœur sous sa paume, battant vite d'une manière que le reste de lui n'aurait jamais admise. L'église applaudit. Tommy cria « Hurrah !» à un volume totalement inutile. Quelqu'un, elle soupçonnait Sam, siffla. Cleet rit à voix haute, ce qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, et voulut immédiatement y entendre à nouveau. Elle recula de Dawson et se tourna vers ses garçons. Sam bougeait déjà. Il les percuta tous les deux dans une collision à trois de bras enthousiastes, manquant de renverser Tommy et faisant sauter Capitaine vers des hauteurs plus sûres. Eli resta en retrait une seconde, puis s'avança, accepta le bras que Dawson lui tendait et le serra comme un homme serre la main d'un autre homme quand il dit quelque chose qui n'a pas besoin de mots. Dawson serra sa main et hocha la tête une fois. Eli hocha la tête en retour. Hannah regarda son fils et son mari se regarder et parvenir à un accord dont elle n'avait pas fait partie et n'avait pas besoin de faire partie. Et quelque chose dans sa poitrine se calma d'une manière qu'il n'avait pas été calme depuis la mort de Thomas. Pas vide, pas le calme de l'absence. Le calme des choses étant enfin là où elles étaient censées être. Roy apparut au bord de la foule alors qu'il descendait les marches de l'église. Il se tenait en retrait, pas dans la foule, ne se pressant pas, juste là, son chapeau à la main, regardant. Eli marchait à côté de Dawson, Sam courait vers les tables de la réception et Tommy expliquait quelque chose d'urgent à un pan du manteau de Hal. Il croisa le regard d'Hannah. Elle le regarda un moment, puis hocha la tête une fois. Il hocha la tête en retour. Elle continua son chemin. La réception se déroula tout au long de l'après-midi dans le chaos chaleureux particulier d'un événement communautaire. Trop de nourriture, trop d'opinions sur la nourriture, des enfants courant entre les jambes des adultes, Bess présidant la table des tartes avec l'autorité d'un général de campagne. Hal porta un toast qui parlait surtout de lui-même, mais qui finit par y arriver. Le docteur Marsh raconta une histoire qui n'avait rien à voir avec l'occasion, mais qui était en quelque sorte exactement ce qu'il fallait. Hannah s'assit à côté de Dawson à la table d'honneur, mangea, parla et rit. Rit de nouveau un rire net, spontané et réel. Et quelque part au milieu de l'après-midi, elle remarqua quelque chose. Elle ne jouait pas un rôle. Elle jouait la normalité pour ses garçons depuis 2 mois. Elle avait construit l'échafaudage du « tout va bien » chaque matin et le démantelait en privé chaque soir. Elle connaissait intimement la forme de cette performance, connaissait son coût, savait où elle se logeait dans son corps à la fin de chaque journée. Elle ne le faisait pas maintenant, elle était juste là, assise au soleil à sa propre réception de mariage, avec de la nourriture qu'elle n'avait pas préparée, des amis qu'elle n'attendait pas, ses fils en vue et la main de son mari reposant tranquillement sur la table près de la sienne. Juste là, Dawson la regarda. « À quoi penses-tu » demanda-t-il. « Que je ne pense pas, dit-elle. » Il la regarda avec cette expression calme et attentive, puis il retourna sa main sur la table et elle posa la sienne dedans. Ils restèrent assis comme ça un moment, sans parler, sans en avoir besoin, tandis que l'après-midi s'agitait autour d'eux. Les garçons couraient, Bess faisait des observations, Al riait trop fort, et l'été imprégnait tout de sa chaleur. Vers le soir, Eli vint s'asseoir de l'autre côté d'elle, prêt, sans en faire tout un plat, comme il s'asseyait toujours quand il était petit et content et n'avait pas besoin de l'annoncer. Tommy grimpa sur ses genoux, sans capitaine en vue, et s'endormit entre 2 respirations, avec la confiance totale et inconsciente d'un enfant qui se savait en sécurité. Sam s'assit sur le bord de la table et parla de chevaux à Cleet avec une concentration qui aurait été impressionnante chez un adulte. Le soleil devint long et doré sur tout, et Hannah Caldwell,
Hannah Baxter, maintenant, elle se permit de le penser, le tint dans son esprit, et découvrit que cela lui allait sans forcer, s'assit au milieu de la vie qu'elle avait construite sur les ruines de celle qu'elle avait perdue. Entourée de ses fils, de son peuple et de l'homme qu'il avait regardé dans une rue poussiéreuse et avait vu quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Et elle sentit jusqu'au plus profond d'elle-même ce qu'elle avait essayé de trouver pendant 2 mois. Un sol, solide, réel, immuable. Elle était venue à Willow Creek avec rien d'autre que 3 garçons et le refus obstiné de tomber complètement. On lui avait fermé toutes les portes auxquelles elle avait frappé. Et elle avait trouvé, non pas ce qu'elle avait perdu, jamais ça. Thomas était Thomas, et le chagrin de sa perte était le sien, et elle le porterait, propre et honnête, pour le reste de sa vie. Mais quelque chose qu'elle n'avait pas su chercher. Un homme qui préparait un jardin pour quelqu'un qu'il n'avait pas encore rencontré. Un ranch qui ressemblait déjà à une maison. 3 fils qui tous allaient s'en sortir. Elle pressa ses lèvres sur le sommet de la tête endormie de Tommy. Dawson serra sa main une fois, facile et certain, comme un homme touche quelque chose qu'il a l'intention de garder. Elle serra la sienne en retour. C'était ce que l'on construisait quand tout le reste avait disparu. Pas avec de la chance, pas en étant secouru, mais avec ses 2 propres mains, honnêtes et couvertes d'ampoules. Un jour à la fois, une porte à la fois, un pas obstiné à la fois, jusqu'à ce que le sol tienne, que les murs se dressent et que les gens que vous aimez soient au chaud, nourris et dorment en sécurité. Ceci, exactement ceci. Et c'était assez, c'était plus qu'assez, c'était tout.